Bonjour à tous et bienvenue sur le CAF Rentable, le podcast d'investissement le plus régulier. Tous les lundis matins à 8 heures, on vous parle de bourse, de finance et de business, toujours accompagné d'un bon café. Je suis Jean de la chaîne J'invest et je suis accompagné d'Hugo de la chaîne IQ Invest. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien en cette journée pluvieuse. Je sais pas chez toi, mais chez Ah moi ouais? c'est le Au gros déluge. Ouais, là soleil. en ce moment c'est ah ouais. Ah, Un gros bah écoute, soleil chez ici. moi c'est le déluge. Tiens, faut retourner sur Paris. Non. Et vous, chers auditeurs, comment allez-vous? N'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Alors, avant de plonger dans le sujet du jour, un petit rappel comme d'habitude, vous pouvez nous écouter sur Fountain App, la meilleure application pour écouter vos podcasts. Vous gagnerez du Bitcoin simplement en nous écoutant. Et si vous souhaitez par la même occasion nous soutenir, vous pouvez aussi nous en envoyer en retour. On remercie, on va pas le citer, mais on remercie l'abonné qui nous en a envoyé il y a pas longtemps. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez aussi nous écouter sur toutes les plateformes de podcasts classiques. Laissez-nous des avis et des notes 5 étoiles, ça nous aide énormément à faire Mm. connaître le CAF Rentable. D'ailleurs, ainsi que sur YouTube, bien évidemment. Abonnez-vous à la chaîne Le CAF Rentable et à la On page est Instagram Le presque CAF Rentable. on est presque aux 1000 abonnés. Il faut qu'on Presque, ouais. passe les 1000 abonnés. J'ai l'impression Et qu'on dit ça toutes les vidéos, c'est pas possible. ouais, et d'ailleurs c'est cool parce qu'on a pas mal de notes 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. J'ai regardé la dernière fois, on a plus de 50 notes 5 étoiles sur Spotify. Donc franchement, merci à tous ceux qui ont laissé qui ont laissé une note. Et puis si vous ne l'avez pas encore fait, voilà, comme on l'a dit, n'hésitez pas. Ça soutient le podcast, ça le met en avant et ça permet de démocratiser aussi l'investissement en bourse parce que la France en a bien besoin. On est en retard contrairement à nos homologues américains. C'est clair. Euh, Et aussi, juste pour conclure, n'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes YouTube respectives par la même occasion. Donc J'invest, IQ Invest, IQ Bitcoin. Maintenant, t'as vu, je prononce bien. C'est vrai. Et, et, pour, et pour ne rien rater de nos contenus, vous pouvez aller sur nos pages Instagram également. Tout à fait. Et aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? Puisqu'on a fini un peu la trame Bitcoin avec l'épisode que vous avez dû voir la semaine dernière en format interview en présentiel. Et aujourd'hui, du coup, on va s'attaquer à un petit. Qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, ça faisait longtemps, ça faisait un peu trop longtemps même à notre goût. Donc on va faire un deep dive. On va faire le deep dive d'Amat, donc d'Applied Materials, donc une entreprise américaine. Je pense que vous la connaissez si vous suivez un peu l'industrie des semi-conducteurs, mais on va faire donc le deep dive sur cette entreprise parce que on va en parler. On va en parler pourquoi. Tu, Et tu veux commencer? ouais, mais peut-être pour introduire la société, vous allez voir que c'est une société qui est extrêmement, enfin, qui est vraiment sympa. Il y a beaucoup de points positifs et en plus, elle n'est pas chère du tout en ce moment. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de s'intéresser à la société maintenant parce qu'elle est sur des niveaux de prix qui sont tout à fait abordables. Personnellement d'ailleurs, donc j'ai 18 actions Applied Materials. 18 actions, donc pour un total d'environ 2900 euros investis sur cette ligne, un PRU de 184 dollars. Donc le prix de l'action aujourd'hui, il est autour des 180 dollars, 175, 180 je crois. Attends, je vais te dire exactement. On va Je crois que c'est sortir le... 172 parce que hier elle est encore tombée. Enfin, Ah je sais ouais? pas ce qui se passe. Ouais, C'est les semi-conducteurs, hein, tu sais, ils ont peur des tarifs de Trump, ouais, mais ça, on cyclique. va, on va pouvoir en reparler. 173 dollars l'action en ce moment. Donc moi, j'ai un PRU de 184 dollars, donc je suis légèrement en négatif sur ma ligne, mais je suis très content de mes niveaux d'achat. Je suis très content de ma position, et d'ailleurs, ça a été donc ma DCA d'octobre, de novembre et de décembre. J'ai remis une cartouche sur Amat début décembre. Et je ne Ok. compte pas la renforcer plus que ça maintenant, puisque j'ai une position qui fait 8,87% de ma partie action, pour être Ah très ouais. précis. Donc Ah ouais, c'est d'accord. devenu en 3 mois déjà une bonne position de mon portefeuille. Donc j'estime que la position est construite. Mon PRU me satisfait, donc maintenant on va tout simplement attendre tranquillement qu'elle porte ses fruits. Et je vous mettrai à Et l'écran... la suivre, et la suivre. Tout à fait. Et je vous mettrai à l'écran une petite image, c'est la nouvelle fonctionnalité sur l'application dans le portefeuille. C'est le petit graphique qui permet de voir ses points d'achat et son PRU sur une action.
Donc voilà, vous aurez, pour ceux qui regardent la vidéo, le graphique de l'action avec mes 3 points d'entrée et mon prix juste, mais on va essayer de pas trop spoiler pour la Pour une fois, partie t'es fier de évaluation du prix. et pour une fois, t'es fier de ton PRU. Ah, mais j'en suis fier sur toutes mes lignes, à part les 3 que j'ai vendus du coup en novembre. Hein. Mais pour Ah, la je ligne dois le dont je croire. suis le plus fier, c'est Fortinet. Ça. Je sais, ça va être le sujet de ma vidéo. Eh ben écoute, ben oui, bah, moi pour te rejoindre, donc c'est vrai que plus globalement, hein, si on parle pas que d'Applied Materials, le secteur des semi-conducteurs, il est quand même passionnant à suivre, il est Ouais. passionnant à explorer parce que il est quand même aussi un peu complexe quand même à analyser. Tu vois, c'est contrairement à de la consommation cyclique comme, je sais pas, Nestlé ou LVMH, le secteur des semi-conducteurs est un peu touchy, mais on va bien le dégrossir dans la vidéo. On va pas non plus vous bombarder. On n'est pas des physiciens, donc on va se concentrer sur l'aspect finance et business de Applied Materials et même de l'industrie. Parce qu'en fait, l'industrie principale, il y a aussi toutes les sous-industries qui le composent. Donc parfois, tu sais, c'est assez complexe de savoir bah, qui fait enfin, qui fait quoi, qui est le concurrent de qui réellement. Ouais. Mais, euh, mais par contre, faut Oui. quand même le souligner, mais on en reparlera, l'industrie des semi-conducteurs, en ce moment, c'est en pleine croissance. Donc c'est un peu con, entre guillemets, de pas en avoir dans le portefeuille. Alors c'est pas un conseil en investissement, bien évidemment, On fait jamais mais de conseils vous pouvez, d'investissement. voilà, faites vos propres décisions avant d'acheter. Euh, Mais tu vois, en ce moment, on parle de l'intelligence artificielle, des véhicules électriques, de la 5G ou même de la domotique qui est en pleine expansion. Donc voilà, est-ce que ça peut être une bonne idée des fois d'avoir une petite partie de son portefeuille dans l'avenir, en fait, tout Tout à simplement. fait. Euh, alors en toute transparence, moi aussi j'ai ouvert une position, tu l'avais vraiment bien pitché dans ton analyse d'action sur Applied Materials, tu l'avais fait il y a quoi, 2 mois, je crois, un C'était en truc comme ça. septembre. En septembre, j'avais fait une C'était en septembre. petite série semi-conducteurs où j'avais couvert toutes les WFE. Donc, on va revenir dessus sur le terme WFE et sur ce sous-écosystème au sein de l'écosystème des semi-conducteurs. Mais ouais, j'avais fait toute une série là-dessus et ma conclusion, c'était que Amat était la plus intéressante, euh, notamment puisque moi j'avais déjà ASML en portefeuille. Et ce sont 2 positions que je trouve vraiment complémentaires et on va expliquer ça dans le deep dive. Absolument. Donc moi j'ai ouvert une petite position pour le coup, ça doit représenter à peu près 4% de mon portefeuille total, donc en comptant même les ETF. Pourquoi? Parce que moi tout simplement j'ai besoin d'ouvrir une position pour analyser une action. Alors je l'ai regardé grosso modo si elle me plaisait déjà, tu vois, mais si je veux pas analyser une action vraiment à fond, si j'ai pas déjà des petites billes dedans. Donc j'ai ouvert une position le 14 novembre. J'ai acheté 6 actions pour un PRU de 186 dollars précisément. Voilà, donc ça fait une petite partie de mon portefeuille. Ok, Tu très veux bien. présenter l'entreprise? Écoute, Applied Materials, donc c'est une société américaine, vous vous en doutez, qui est dans le secteur de la tech. D'ailleurs, petite parenthèse, hein, mais c'est pour ça c'est toujours faites attention. Parce que j'ai eu pas mal de commentaires, notamment sur ma dernière vidéo portefeuille, enfin je crois un ou deux, quand je dis pas mal c'est un ou deux, mais bref, qui m'ont dit ouais, ton portefeuille il est extrêmement exposé à la tech, t'as 60% de tech dans ton portefeuille, hein. Ne vous arrêtez pas au secteur, parce que tech, ça veut tout et rien dire. Parce que au sein du secteur de la tech, en fait, tu as tellement d'industries, de business models différents, que tu peux être extrêmement diversifié en ayant ton portefeuille uniquement investi sur le secteur technologique. Technologique, ça veut tout et rien dire. Tu vois, une entreprise comme Applied Materials, qui est qualifiée de secteur technologique, en soi, elle fait des machines. Elle fait des machines, tu vois, elle pourrait être autant dans le secteur technologique que N'a dans le rien à secteur voir avec industriel, Fortinet. qui n'a rien à voir avec Fortinet, qui n'a rien à voir avec Microsoft, qui n'a rien à voir avec Google. Applied Materials, c'est plus de l'industrie dans la tech que de la tech logicielle. Tu vois, une entreprise de logiciel n'a rien à voir avec une entreprise de hardware. Mais bon, plus précisément, elle est dans l'écosystème des semi-conducteurs, dans la grosse industrie des semi-conducteurs et dans la sous-industrie des WFE. Donc WFE, c'est Wafer Fab Equipment. Donc ça va être toutes les sociétés qui construisent des machines et des équipements pour les wafer fab. Donc en fait, les fabs, c'est les foundries, donc les usines de fabrication de semi-conducteurs.
Donc en fait, les usines de fabrication de semi-conducteurs, vous connaissez forcément TSMC, qui est un client d'Applied Materials, vont fabriquer des semi-conducteurs, et pour fabriquer ces semi-conducteurs, ils ont besoin de plein de machines différentes qui coûtent extrêmement cher et qui sont extrêmement pointues technologiquement. Et Applied Materials est un des fournisseurs de ces machines, avec d'autres sociétés comme, en l'occurrence, ASML, mais on a aussi CLA, dont on va reparler, Lam Research, Tokyo Electron, pour ne citer que les principaux. C'est une grosse capitalisation boursière de 142 milliards de dollars, et elle est cotée au Nasdaq. Ok, c'est vrai que faut peut-être le souligner pour ceux qui aiment bien les dividendes, elle verse un dividende de 0,83%, c'est pas énorme, mais il a quand même le mérite d'être régulier parce qu'il est versé sans interruption depuis 2006. Donc c'est toujours bon à prendre pour ceux qui aiment les dividendes. Tout Alors à sinon fait. pour son histoire, donc on va aller un peu vite peut-être sur l'histoire, mais elle a été fondée en 1967 en Californie, comme beaucoup d'entreprises que j'ai en portefeuille, par Michael McNally et trois autres cofondateurs. Ensuite, en 1972, ils perdent pas de temps parce que c'est déjà l'IPO, donc ils rentrent en bourse avec vraiment cette volonté de s'étendre à l'international. On peut même, enfin, dès 1972, ils ouvrent un bureau au Japon. Et pour une entreprise américaine, c'est rare, parce qu'on en avait parlé quand on a fait le deep dive sur Nike. Arriver sur le marché asiatique quand on est américain, c'est compliqué à cette période. En 1984, c'est la première entreprise américaine à ouvrir un centre de service en Chine. Donc là aussi, je peux vous dire que c'était un peu touchy, je pense. Et au Et Japon, en 2011, d'ailleurs. et au 84, Japon, oui. c'est Japon et Et en Chine, ouais. ouais, 84, ouais, Japon et Chine. En 2011, après l'acquisition de Etex System, le régulateur, bah, il s'oppose au rachat de Tokyo Electron, sinon ça aurait créé un mastodonte. Donc voilà, pour des raisons de monopole, ils lui disent non, tout simplement. Et en 2022, ce qu'on peut dire, c'est que pour bénéficier du CHIPS Act, donc en fait ce sont des subventions du gouvernement américain, Applied Materials annonce une augmentation de sa production d'équipements et de ses investissements sur le sol américain, parce qu'il faut investir et produire sur le sol américain pour bénéficier des CHIPS Act. Alors c'est pas des subventions françaises, on parle pas de 100 millions d'euros là, c'est vraiment des grosses subventions à plusieurs centaines de millions, voire milliards de dollars, parce qu'on le sait, Texas Instruments aussi pourrait en bénéficier. Et il y a des problèmes chez Intel à l'heure où on tourne la vidéo, justement pour ce fameux CHIPS Act. Voilà. Tout à fait. Et Tu veux d'ailleurs, compléter quelque chose peut-être sur l'histoire? ouais, juste pour terminer, en 2023, il y a eu une enquête de la part du gouvernement américain sur des soupçons de non-respect des sanctions envers la Chine, donc notamment les sanctions d'exportation de matériel technologique. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on va revenir dessus, c'est forcément une des menaces principales concernant la société. Mais on en fait tout un plat de ces sanctions, mais je pense qu'il faut pas non plus les prendre trop au sérieux. En tout cas, moi j'avais discuté avec un abonné lors d'un entretien individuel qui travaille chez Advantest. Alors je vais pas donner son nom évidemment, mais donc Advantest c'est un peu un CLA japonais. Donc Advantest ils font tout ce qui va être test, métrologie, inspection, tout ça sur les semi-conducteurs. Et il me disait que globalement dans toute l'industrie des semi-conducteurs c'était un peu un secret de polichinelle, tu vois, que tout le monde contourne les sanctions américaines sans trop de problèmes. Donc globalement, en fait, les sanctions, elles sont là sur le papier. C'est beau politiquement, ça fait genre les États-Unis peuvent imposer leurs règles au reste du monde, mais dans les faits, dans la pratique, les sociétés arrivent toujours à contourner les sanctions et à vendre leur matériel en Chine, que ce soit en passant par des sociétés japonaises ou en passant par des sociétés ailleurs. Enfin bref. Donc, La croissance est telle et il y a tellement cette mondialisation de l'économie que la Chine a besoin de l'Amérique pour vivre et l'Amérique a besoin de la Chine bien sûr, pour vivre. Et nous, l'Europe, on a besoin de tout le monde pour vivre. C'est exactement. Et c'est un peu comme, tu sais, les sanctions sur le pétrole russe. La Russie a toujours réussi à vendre son pétrole, même malgré les sanctions américaines, en contournant les sanctions, en passant par d'autres pays. Enfin, les sanctions, c'est beau sur le papier, mais dans les faits, les entreprises trouveront toujours un moyen de les contourner. Donc, voilà, tout simplement. bien sûr. Euh, Tu veux présenter Amat dans son écosystème, dans l'écosystème ouais, des alors, semi-conducteurs?
On mettra peut-être un graphique pour ceux qui nous Effectivement, regardent à l'écran. on va vous mettre deux schémas. Le premier, c'est un schéma de l'écosystème des semi-conducteurs un peu plus dans son ensemble, où on voit les différents acteurs dans leurs pôles respectifs. Donc on va par exemple avoir les Integrated Device Manufacturers, donc les IDM, qui sont globalement les entreprises qui fabriquent les semi-conducteurs de A à Z, mais qui aussi les commercialisent. Donc pour ça, on retrouve Intel, on retrouve Texas Instruments que tu as en portefeuille, Analog Device, Micron, NXP, etc. ou ST Microelectronics d'ailleurs aussi, société européenne. On retrouve la catégorie Materials, Capital Equipment, qui est donc la fameuse catégorie WFE, donc Wafer Fab Equipment. On retrouve par exemple aussi les EDA Tools, donc tous les logiciels qui vont servir à la conception des semi-conducteurs. Donc j'avais fait l'analyse de Cadence Design d'ailleurs sur la chaîne. On retrouve ce qu'on appelle les fabless, donc les entreprises qui conçoivent des semi-conducteurs mais qui ne les fabriquent pas, comme AMD, Nvidia, Broadcom ou Qualcomm. On retrouve les foundry, donc les entreprises qui fabriquent des semi-conducteurs mais qui ne les commercialisent pas, donc en l'occurrence par exemple TSMC, Samsung, qui vont fabriquer des semi-conducteurs en général pour le compte de fabless, mais qui vont ensuite donc les fournir à ces fabless qui eux-mêmes vont les commercialiser. Donc Nvidia par exemple conçoit ses GPU, sous-traite la fabrication à TSMC, et ensuite Nvidia vend ses GPU en propre, mais TSMC est juste le fabricant. Et on a plein d'autres catégories, et comme aussi les OEM où on retrouve Apple par exemple dedans. Je te coupe rapidement, mais en Ouais. gros, fabless designer, c'est l'architecture, c'est tout. Ouais, c'est ça, un fabless, c'est juste une entreprise qui va concevoir la puce, mais qui ne va pas la fabriquer. Ok. Donc typiquement, Nvidia, il design les GPU, mais il ne les fabrique pas. Comme Apple aussi, qui design ses puces, les M machin, toutes les puces Apple Silicon, mais qui ne les fabrique pas, qui les fait fabriquer chez TSMC. Et ensuite, on a un deuxième schéma qui est aussi assez complémentaire, je trouve, qui est la Semiconductor Value Chain, qui permet de représenter un peu plus en termes de flux comment fonctionne cet écosystème. Premier point, on a le design. Design où on retrouve donc les fameux IDM qui vont designer, fabriquer et commercialiser leurs puces, comme Intel ou Texas Instruments. On retrouve les EDA, donc les logiciels de conception de puces. On retrouve les IP, donc les IP c'est assez intéressant, c'est des blocs de puces préconçus. Donc en gros, ça va être, j'en sais rien, moi dans ta puce, en fait, t'as plein de blocs différents pour assembler ton semi-conducteur, et ces sociétés comme ARM, Synopsys ou Cadence vont préconcevoir certains blocs, les commercialiser sous licence, c'est pour ça que ça s'appelle IP, Intellectual Property, et ensuite les sociétés vont pouvoir piocher dans cette librairie de licences, de blocs de puces pour les intégrer dans leur puce et donc gagner du temps dans la conception parce qu'il y a certaines parties de la puce que tu n'as pas forcément besoin de réinventer à chaque fois. Tu te concentres sur la partie logique et le reste, ça peut être potentiellement intégré, acheté via des IP. Ensuite, tu as donc les fabless designers, donc ça on en a parlé. C'est les entreprises qui designent les puces sans les fabriquer, donc AMD, Nvidia, Apple. Ensuite, on a la partie manufacturing qui intervient au milieu, donc avec les fameux Wafer Fab Equipment, qui est un sous-marché des semi-conducteurs, mais qui lui-même dispose de pas mal de sous-marchés. Donc on retrouve ASML, Applied Materials, Lam Research, CLA, chacun ayant un peu sa spécialité dans le marché. ASML étant spécialisé sur la lithographie, Applied Materials sur la déposition, mais qui est aussi présent sur le etch et la métrologie inspection, Lam Research qui est le spécialiste du etch, et CLA qui est le spécialiste de la métrologie inspection. On va revenir sur tous ces termes après. On va revenir là-dessus. Ouais. Alors, on a les fabs, donc les fameuses foundries comme TSMC, qui fabriquent les puces pour le compte d'autres clients. Other WFE, donc ça c'est pareil, c'est l'écosystème du WFE, donc les Wafer Fab Equipment. On retrouve Tokyo Electron par exemple, mais aussi Lam Research, Applied Materials dans les ion implant. Packaging, et ensuite on va avoir tout ce qui va être chip, donc grosso modo ensuite la commercialisation et l'utilisation des puces, où dans la catégorie CPU on retrouve par exemple Apple avec ses fameuses puces M, GPU Nvidia, mais on a aussi AMD dans les GPU, tout ce qui va être memory, analog, donc analog c'est toutes les puces
analogiques utilisés comme capteurs, utilisés dans les micro-ondes, les machines à laver, etc., avec notamment Texas Instruments. On a fait le deep dive de Texas Instruments, si jamais vous voulez aller voir, et ASIC Chip, où on retrouve AWS, Google et Microsoft. Voilà un petit peu globalement pour l'écosystème des semi-conducteurs. Donc, Applied Materials se trouve dans la partie manufacturing, wafer fab equipment, et conçoit les machines qui vont servir aux foundries pour fabriquer les semi-conducteurs. C'est un équipementier, c'est un peu le sous-traitant de la grosse machine. Ouais, Ils vont exactement, rajouter c'est ça. leurs petites pièces à l'édifice, quoi. Ok. C'est ça. Bon, bah maintenant, on va passer au concret. Comment Amat gagne de l'argent? Quel est son Et, business model? Ah, et juste, je te coupe, faut que j'aille pisser, j'en peux plus. ouais. Ok, c'est bon. Vas-y, je te laisse reprendre. Tu présentes du coup les segments et le business model rapidement. Ouais, je vais présenter le business model donc par les segments en fait, semi-conducteurs, Applied Global Service et Display and Adjacent Ouais. Market. Ouais. Bon, maintenant rentrons un peu plus dans le vif du sujet, donc le business model, comment Amat gagne de l'argent. Ah oui, juste pour ceux qui ne savent pas et qui débarquent, Amat c'est le ticker de Applied Materials, mais ça va beaucoup plus vite de dire Amat que à chaque fois Applied Materials, comme Texas Instruments. Bref. Alors donc la répartition de son chiffre d'affaires, ça va être vraiment en trois secteurs, enfin trois segments. Le premier segment, le principal segment, ça va être le semi-conducteur système, qui représente quand même 72,7% de son chiffre d'affaires. Dans ce segment, en fait, Amat propose des services de conception et de production d'équipements qui sont vraiment essentiels, comme tu nous l'as expliqué juste avant, Hugo, pour les différents processus de fabrication des semi-conducteurs. Les semi-conducteurs ne peuvent pas être créés si Amat ne met pas son grain de sel dedans, si je peux dire. Donc les solutions que propose Amat ici, ça va inclure notamment des technologies qui visent à optimiser les performances et l'efficacité des puces électroniques. On va aller un peu plus dans le vif du sujet, enfin un peu dans le détail des semi-conducteurs système, juste après quand on va expliquer vraiment les produits qu'elle propose derrière ça. Mais par exemple, on peut citer la gravure, le dépôt de divers matériaux sur les plaquettes de silicium, par exemple. Ensuite, le deuxième segment d'Amat, ça va être tout ce qui va être, enfin, le deuxième segment d'Amat, c'est Applied Global Service. C'est à peu près 23% du chiffre d'affaires. Et ici, Amat va proposer des services, en fait, à ses clients afin d'optimiser, de maintenir et d'améliorer au fur et à mesure ses propres équipements. Bon, en gros, ce sont des contrats de support. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des contrats. Et généralement, ce sont des contrats qui s'inscrivent sur le long terme, ce qui va rendre forcément des revenus moins cycliques, parce qu'on le sait, le secteur des semi-conducteurs est très cyclique. Donc forcément, si on a des contrats sur le long terme, cette cyclicité est diminuée. Ouais, tout Et à ça fait. va être Surtout, principal. c'est des revenus récurrents, donc c'est vachement intéressant aussi à ce Voilà. niveau-là. Ça va être principalement du SAV, donc du service après-vente, qui va se faire via de la maintenance préventive, avec de la gestion des pièces détachées et des mises à jour technologiques sur la machine, tout simplement pour éviter à leurs clients d'en racheter de nouvelles à chaque fois. Et d'ailleurs, à savoir que la durée de vie moyenne des équipements que propose Amat, donc des machines à ses clients, voilà, ça dure pendant à peu près 7 à 15 ans. Donc vous comprenez bien que la machine que Amat a donnée il y a 15 ans, à son client, il faut lui faire des mises à jour régulières parce que il y a 15 ans, on parlait pas d'intelligence artificielle, par exemple, ni il y a 7 ans d'ailleurs. Et le dernier segment, ça va être Display and Adjacent Markets. Bon, écran et marché adjacent, c'est à peu près un peu moins de 5% du chiffre d'affaires. Et ici, en fait, Amat va vendre des équipements pour la fabrication d'écrans plats, donc tout ce qui est LCD et OLED, et des solutions pour des marchés connexes comme les panneaux solaires, par exemple. Pour ce marché, en fait, l'utilisation principale, ça sera destiné aux écrans pour téléphone, aux télés, aux moniteurs, mais on reviendra un peu plus en détail après. Et les panneaux solaires, c'est vraiment à moindre mesure, mais ils ont le mérite quand même d'exister, d'avoir une petite touche là-dedans. Et c'est un segment qui peut représenter une croissance future, avec notamment la transition énergétique, etc. On le sait, on est toujours de plus en plus incité à en installer chez soi, par exemple. Tu veux Tout compléter à fait. quelque chose là-dessus, Hugo? Non, je pense que tu as bien tout résumé sur les trois segments principaux. Si on fait un petit topo rapidement sur la répartition géographique des ventes,
On a 27% en Chine, 21% à Taïwan, 17% en Corée du Sud. Alors les 17% de Corée du Sud, vous le savez, hein, c'est Samsung. C'est Samsung quoi. Il y a que Samsung en Corée du Sud. États-Unis 15%, Europe 8%, Japon 7,83% et le reste de l'Asie 2,86%. Donc on remarque qu'on a quand même une très très forte exposition à l'Asie. Alors sans compter la Corée du Sud et le Japon parce que c'est un petit peu l'Asie occidentalisée on va dire, donc pro-US. On a l'Asie anti-US, entre guillemets, où on a 48,71% des ventes qui sont situées en Chine/Taïwan, et on sait que ces deux pays sont soumis à des risques géopolitiques forts, donc on a quand même la moitié des ventes qui sont exposées à cette région. C'est élevé, mais j'ai envie de dire, c'est le cas pour 100% des entreprises des semi-conducteurs. Si vous achetez des semi-conducteurs, vous êtes exposé à la Chine et à Taïwan. Quoi qu'il arrive, vous n'aurez pas d'autre choix. En fait, si jamais il devait y avoir un problème sur ces deux pays pour X ou Y raison, ça affecterait tout le marché des semi-conducteurs et tout le marché de la tech en règle générale. J'aime bien la consommation cyclique parce que t'avais LVMH en portefeuille, Oui. ou même L'Oréal, c'est exactement le même délire. Ouais, c'est clair, c'est clair. On va un peu plus en détail pour les... Ah, excuse-moi. Ouais, non, j'allais dire, on passe sur les produits. Pour les produits, avant de rentrer un peu en détail dans chaque catégorie, moi je voulais vous présenter deux schémas. Le premier, c'est un schéma qui provient tout droit de la présentation investisseur de Applied Materials, qui montre grosso modo dans les grandes lignes son portefeuille de produits. On voit avec notamment donc tout ce qui va être Create and Deposit, donc la fameuse catégorie déposition dont on a parlé, Shape and Remove, donc la catégorie Etch, Modify, avec tout ce qui va être implantation d'ions notamment, la partie Analyze, donc avec la métrologie inspection, et ensuite on a la partie Connect, voilà. Et grosso modo, si vous regardez le deuxième schéma, donc Semiconductor Manufacturing Process, ici vous avez un peu tout le cycle de fabrication d'un semi-conducteur, et je trouve que ce cycle est assez intéressant parce qu'il permet de se visualiser les différentes étapes. Mais en gros, on va partir de la plaquette de silicium qui est qui est neutre en fait, la plaquette de silicium. Alors après, je ne saurais pas vous dire exactement comment fonctionne chaque étape, c'est assez complexe, mais tout ce que vous avez besoin de retenir, c'est les grandes lignes. Donc la partie déposition sur laquelle Amat est leader, ça va venir déposer des couches de produits conducteurs et anticonducteurs. Enfin, je sais pas comment on dit anticonducteurs, mais en gros des produits qui conduisent l'électricité et d'autres qui n'en conduisent pas, pour préparer la plaquette ensuite à ce qu'on va appeler la lithographie. Et ensuite la lithographie, donc c'est là où intervient ASML. C'est juste une machine, en général, donc pour les plus pointus technologiquement, qui fonctionnent avec des rayons ultra UV, ultraviolet extrême, donc ce qu'on appelle EUV, Extreme Ultraviolet, voilà, des UV extrêmes, et qui vont en fait venir dessiner un pattern, donc une sorte de calque, sur cette déposition qui a été faite, sur ces produits qui ont été déposés sur le silicium. Et ensuite, une fois que la lithographie a créé un peu le calque sur la plaquette, on a la partie etching qui, elle, va venir graver physiquement le circuit en suivant ce calque. Donc, grosso modo, ce que fait ASML, c'est qu'elle va dessiner, elle va imprimer un dessin, grosso modo, sur la plaquette. Elle va dessiner le semi-conducteur. Et ensuite, on a le etching, donc où on a Lam Research qui est leader, mais où Amat est aussi positionné, qui va venir suivre ce dessin pour graver la plaquette de silicium. Et ensuite, on va avoir donc tout ce qui va être ion implantation. Je ne saurais pas vous dire exactement ce que ça fait à la plaquette de silicium. Et ensuite, on a donc toute la partie cleaning. En fait, justement, avec, moi, ouais. j'ai un peu cherché justement, c'est bien parce que toi autant le itching, tu l'as bien pitché, mais en gros l'implantation d'ion, alors là merci ChatGPT hein, vraiment parce que impossible sinon je vous le dis Le tout de meilleur suite. assistant. Et bien sûr quand j'ai vu ion implantation système, j'ai fait écoute, dis-moi en français bien en détail. Bref, en fait, ce sont des ions boostés, comme s'il avait pris comme s'il avait pris un shaker tu vois, un truc solide. En fait, c'est des ions boostés avec des énergies. En fait, c'est même parfois des touches de nucléaire pour qu'en gros le truc il soit, en fait, il conduit beaucoup plus vite l'électricité D'accord. dans le silicium.
Et en fait, ça permet de modifier les propriétés électriques parce qu'un ion tout con, entre guillemets, c'est puissant, mais un ion, euh, enfin une implantation d'ion, système là comme il parle, c'est un ion qui est boosté vraiment avec une énergie particulière. Voilà, c'est tout D'accord. pour moi, Michel. Intéressant. Et ensuite, donc la dernière partie, c'est donc removing photoresist, donc ça va être toute la partie cleaning, où on va enlever justement donc toutes les couches de déposition qui ont été faites, et comme ça, en fait, la plaquette de silicium peut faire plusieurs cycles pour être gravée plusieurs fois. Euh, voilà, hein, globalement, c'est un process qui est extrêmement complexe, extrêmement pointu technologiquement. D'ailleurs, je pense que ça fait partie des industries les plus avancées technologiquement qu'on ait aujourd'hui sur la planète, puisqu'on est capable de graver à 2 nanomètres. C'est extrêmement Le petit, hein, nanomètre, ouais. 2 nanomètres, c'est minuscule. Et voilà, ça fait partie des procédés d'ingénierie les plus complexes qu'il y a, que l'humain est capable de faire aujourd'hui. Et donc concrètement, pour ce cycle de fabrication des semi-conducteurs, on va avoir plusieurs produits qui vont être commercialisés dans le segment semi-conducteur dont tu as parlé juste avant. Donc dépôt de matériaux, donc la fameuse deposition, où on va avoir des machines pour déposer des couches minces sur les plaquettes de silicium, donc ALD, CVD, PVD, pour ceux à qui ça parle. Gravure et gravure chimique, donc le etch, donc les solutions pour sculpter sur les circuits dans le silicium. Circuits qui auront été pré-tracés par la lithographie d'ASML. C'est là où vous voyez en fait la complémentarité entre ces deux sociétés, puisqu'elles ne font pas du tout la même chose. ASML est vraiment uniquement spécialisée sur la lithographie. Elle ne fait que ça, quasiment, alors que Applied Materials ne fait pas du tout de lithographie. Et d'ailleurs, ASML, c'est la seule entreprise qui propose des machines de lithographie aussi avancées. Alors on a Canon et Nikon aussi, mais ils sont très 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 loin Les derrière années-lumière. technologiquement. C'est ça. Ensuite, donc les implantations d'ions dont tu as parlé, donc des technologies pour introduire des ions dans les plaquettes afin de modifier leurs propriétés conductrices, et météorologie et inspection, donc tous les équipements pour mesurer et contrôler la qualité des semi-conducteurs, où CLA est leader sur ce segment. Mais on va revenir sur les parts de marché juste après. Ensuite, on a tout ce qui va être produit donc pour les écrans plats, donc les machines pour produire des écrans OLED et LCD, on en a un peu parlé, et les technologies de production avancées, notamment pour l'amélioration des performances d'affichage pour les smartphones, tablettes et télévisions. On a le segment service avec donc la maintenance et la mise à jour des équipements de production, l'optimisation des performances des systèmes existants et la fourniture de pièces détachées notamment, et la gestion du cycle de vie des équipements, donc simplement en fait de la maintenance et du service après-vente. Et dans les autres marchés, on va avoir des solutions de stockage d'énergie et l'électronique de puissance, donc tout ce qui va être globalement batterie, hein, et équipement pour la fabrication de panneaux solaires, donc sur les énergies renouvelables. Mais ça, donc sur ce segment stockage d'énergie et panneaux solaires, Amat c'est un peu détaché de ce marché, tout simplement parce que ça ne doit pas être rentable pour eux, puisqu'ils avaient lancé en 2009 le Solar Technology Center, donc le plus grand centre de recherche solaire en Chine, mais ils l'ont arrêté. Ils l'ont arrêté en 2015 parce que sûrement c'était pas, ça devait pas être rentable pour eux. Donc c'est pas forcément un marché sur lequel ils cherchent à se développer le solaire et les énergies renouvelables. Juste pour compléter ce que tu as dit, sur la partie service, forcément, je l'ai vu, c'est toujours bon à savoir, mais ils intègrent l'IA au fur et à mesure eux aussi dans les machines, notamment pour tout ce qui va être analyse de données et donc pour l'optimisation toujours plus de la production et améliorer donc les rendements. D'accord. Et pour les écrans, donc les displays, ils sont aussi au top du top, hein, parce que c'est vraiment, ils sont leaders quasiment sur le marché, tu sais, sur tout ce qui est OLED. Et je sais pas si vous êtes déjà allé chez Boulanger ou Darty, mais si vous regardez les télés, vous voyez tout de suite la différence entre une télé OLED et une télé comme j'aime, et je sais pas, une télé normale, quoi. Et LCD. franchement, c'est ouais, LCD, voilà, c'est le jour et la nuit. Et aussi, ils sont vraiment au top du top. Attendez, je me retrouve, oui, dans les technologies donc mini LED et micro LED, et en fait, qui sont utilisées, ces deux technologies, pour améliorer le rétroéclairage des écrans. Et en fait, même aussi, tu sais, les écrans pliables qui viennent de faire leur apparition chez Samsung, je crois, qui ont ouvert ça. Voilà, donc la technologie des écrans pliables, c'est Amat qui est bien derrière.
Tout à fait. Voilà, c'est peut-être Et tout pour d'ailleurs, moi. donc si vous avez un iPhone, vous avez des écrans OLED, et pour ceux qui ont des MacBook Pro assez récents, vous avez du micro LED. Moi personnellement, j'en ai sur mon MacBook. Et en fait, alors très rapidement, la différence entre ces technologies, le LCD, on va avoir des pixels qui vont être tous rétroéclairés en même temps. C'est pour ça qu'un écran LCD, même quand il est éteint, il est toujours un peu gris. Même s'il est noir, il va être un peu gris, toujours lumineux. Le OLED, chaque pixel va avoir son propre rétroéclairage. C'est pour ça qu'on peut avoir des noirs parfaits dans les écrans OLED, parce que les pixels noirs sont tout simplement éteints. Ils n'émettent aucune lumière. Donc les écrans OLED, c'est très bien pour la qualité de l'image et pour la qualité des couleurs, et surtout pour la profondeur des noirs. Mais ça a tendance à avoir d'autres problèmes, comme une usure prématurée. Ça peut faire du pixel burn, tu vois, donc des pixels qui vont mal qui vont mal vieillir, et également tu peux avoir une luminosité qui est moindre. Et le micro LED ou mini LED, c'est un peu un mix des deux en termes de technologie. Ça va être une dalle rétroéclairée à des spots de rétroéclairage différents. C'est-à-dire que tu vas avoir un peu un quadrillage sur ta dalle d'écran qui va pouvoir être rétroéclairé que à certains endroits précis. Donc c'est un peu un mix entre le OLED, puisque tu as certaines zones de l'écran qui sont éclairées ou pas, mais les pixels ne sont pas non plus indépendants pour autant. Donc cette technologie est notamment présente chez Apple sur les iPads et sur les MacBooks. Mais honnêtement, pour l'avoir testé, c'est pas dingue. Parce que tu vois, sur le MacBook par exemple, Ah ouais? quand tu regardes un film et qu'il y a beaucoup de noir, mettons, tu as une scène qui est entièrement noire avec juste une personne rétroéclairée dessus, en fait, tu vas avoir un espèce d'halo lumineux autour de la personne, puisqu'en fait, vu que tu ne peux pas éteindre parfaitement les pixels noirs, tu es obligé d'avoir une zone de rétroéclairage. Bah, tu vas avoir une zone de pixels noirs autour de la personne, par exemple, qui est éclairée, qui va être en espèce de halo lumineux. Et sur les scènes sombres, franchement, ça rend pas terrible. Donc pour le moment, je suis pas, en tant qu'utilisateur, tu vois, le mini LED, micro LED, je suis pas convaincu. Mais voilà, bref, petite parenthèse sur les écrans. Bon, vous imaginez bien que moi j'ai pas du micro LED sur mon Windows. Non, en vrai, c'est parce il date un peu. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on parle des marchés finaux. Vas-y. Donc, Amat, donc les marchés finaux d'Amat, hein, donc ça va être les fabricants de semi-conducteurs. Donc, tu les as présentés tout à l'heure, mais tout ce qui est IDM, Foundries, etc. Donc, tout ce qui va toucher au final au, au processeur mémoire, donc que ça soit la DRAM ou la NAND, je sais pas comment on dit. DRAM et NAND, ouais. Ouais, NAND, et même dans l'analogie et les capteurs, on retrouvera les produits d'Amat. Et Amat fournit donc Samsung, TSMC et Global Foundries, Intel aussi de mémoire, donc Ouais, des mastodontes bah, des semi-conducteurs. tout On à va fait. retrouver aussi les produits d'Amat dans tout ce qui est électronique grand public, donc téléphone, PC, PlayStation, ça utilise du Amat, donc accessoirement Sony du coup en tant que client, mais également dans tout ce qui est centre de données et le fameux IoT, donc pour tout ce qui est maison connectée. C'est bien ça, hein, l'IoT, c'est pour les maisons connectées, la Ouais. domotique, etc. Ok. IoT, c'est Internet of Euh, Things, donc ça va être tous les objets qui sont connectés à Internet. Genre, tu vois, moi, ma cafetière qui est programmable, c'est une cafetière IoT, tu vois, parce qu'elle a une connexion Internet et tu peux la programmer à distance. la fameuse cafetière. Et ensuite, donc, on retrouvera dans le marché final, on va retrouver le display, donc tout ce qui est écran d'affichage, parce que Amad va vendre ses produits et services aux producteurs d'écrans d'affichage, donc Samsung, Lenovo, LG, Live Goods Et et aussi BO, par BOE, exemple. ouais, BOE d'ailleurs, qui est que j'ai découvert la Le dernière fois en faisant leader, l'analyse de Amphenol Corp, qui est le leader sur les produits électroniques un peu génériques, quoi. C'est chinois, voilà, écran BOE plat, c'est quoi, chinois. c'est vrai. Enfin, pas forcément Mm, écran plat, mais ils font un peu tout, tu vois, des connecteurs, des capteurs, plein de trucs, des ok. câbles. Euh, Donc là, ici, voilà, Planet Material va équiper donc les téléphones, les télévisions, avec ses écrans plats, donc OLED et LCD, les micro LED, comme tu nous l'as expliqué juste avant, pour tout ce qui est donc écran pliable, par exemple. Et tout ce qui est aussi les casques de réalité augmentée et virtuelle. Donc peut-être qu'un marché en pleine expansion, mais honnêtement, je trouve que
Je trouve que et pourtant ça a l'air d'être une révolution, mais tu vois, tout ce qui est vraiment les casques de réalité augmentée, putain, on n'en parle jamais, tu vois? Donc je pense pas que ça doit être si bien que ça. Enfin bref, c'était que mon humble avis. Ensuite donc, alors donc ça a été donc les fabricants de semi-conducteurs, les écrans, enfin le display. Il y a aussi l'automobile parce que Hamad va vendre, ses produits et services aux constructeurs automobiles ou à leurs sous-traitants, mais donc on va retrouver, Volkswagen, General Motors et Tesla, par exemple. Parce que les produits d'Applied Materials seront dans les véhicules électriques et autonomes, notamment avec le système ADAS, qui a fait souvent parler de lui. Donc c'est vraiment les systèmes pour rendre l'autonomie des voitures, elles vont faire le créneau toutes seules, etc. Les batteries et aussi bah, forcément les écrans embarqués. On pense au grand écran Tesla qui se retrouve au milieu de la voiture. Et les marchés finaux annexes, donc là vraiment à moindre mesure. Donc Hamad va proposer son savoir-faire aux entreprises de l'industrie des énergies renouvelables, les panneaux solaires, le stockage d'énergie par exemple, mais vraiment à moindre mesure. Donc on a vu les marchés finaux, mais au niveau du marché des WFE, donc les parts de marché sur le marché des WFE de Applied Materials, là vous allez voir qu'il y a pas mal de sous-marchés différents et c'est assez compliqué parfois de trouver des données fiables sur tous ces sous-marchés. Mais globalement sur le marché des WFE, donc des Wafer Fab Equipment, vous voyez donc le premier schéma, c'est l'évolution des parts de marché dans le temps, donc de 2004 à 2020. Il y a donc les principaux acteurs, Amat, KLA, ASML, Lam Research et Tokyo Electron. Donc vous voyez les tickers en dessous, donc Amat, KLAK, ASML, LRCX et Toeli. Globalement, donc Amat, on peut remarquer qu'elle a perdu légèrement des parts de marché en 16 ans, puisqu'elle est passée de 42% grosso modo à 27% de parts de marché. On a Tokyo Ça fait Electron quand même également une belle baisse, hein. on a quand même une belle baisse. On a Tokyo Electron qui a perdu des parts de marché également puisqu'elle est passée d'environ 26% à 17%, on va dire. On a ASML qui, elle, a énormément gagné de parts de marché. Donc en fait, vu que ça prend, si tu veux, le segment WFE, c'est assez compliqué de dire si Amat gagne des parts de marché ou pas sur ce segment, puisque toutes les entreprises ne font pas la même chose, tu vois. Donc quand ASML gagne des parts de marché sur le segment, ça fait pas vraiment perdre des parts de marché à Amat puisqu'ils vendent pas les mêmes choses. Donc ASML, elle, est passée d'environ 16% à 27% de parts de marché, en sachant que Amat et ASML sont les deux leaders sur le marché aujourd'hui. On a également Lam Research qui a gagné beaucoup de parts de marché puisqu'elle est passée de 5% environ à un peu plus de 15%, à 16%. Et KLA qui, elle, est restée stable en dessous des 10% puisqu'elle est passée de 8%, environ 9-10% en 2020. Donc on a une légère baisse des parts de marché du côté d'Amat, au profit donc visiblement d'ASML et de Lam Research qui, eux, ont gagné des parts de marché. Si on regarde un peu plus en détail la répartition, on voit ici le Semiconductor Equipment Shares en 2022 et 2023. Donc on remarque que Applied Materials était leader en 2022 avec 20% de part de marché, suivi de ASML, puis Tokyo Electron, Lam Research et KLA. Et en 2023, donc c'est ASML le leader au niveau des parts de marché avec 27%, 22,5% pour Applied Materials, suivi de Tokyo Electron, Lam Research et KLA. Donc on voit clairement que quasiment 50% des parts de marché sont réparties entre ASML et Amat, en sachant que les deux, comme on l'a dit, ne font pas la même chose, ne commercialisent pas les mêmes choses, donc ce ne sont pas vraiment des concurrents au sein de ce marché. Ensuite, on voit Metrology Inspection Market Shares, donc là ça va être toutes les technologies de métrologie inspection. On a KLA qui était leader en 2020, donc j'ai pas trouvé de données plus récentes sur ce marché, avec 58% des parts de marché, suivi de Applied Materials qui est deuxième avec 12%, et ensuite on a Hitachi, ASML, Onto, ASML qui fait aussi un peu de métrologie inspection. Au niveau des display equipment, donc là, Applied Materials est leader sur les équipements de fabrication d'écrans dont on a parlé, avec 31% de part de marché, suivi de Canon. Ensuite, on a Nikon, Tokyo Electron et Ulvac.
Et ensuite, au niveau du etch, donc tout ce qui va être gravure, ici, on voit un net gain de part de marché de la part de Applied Materials entre 2012 et 2017. Pareil, j'ai pas trouvé de données plus récentes sur ce marché, mais en 2017, donc on a Lam Research qui est leader sur le etch, suivi de Tokyo Electron et Applied Materials qui sont globalement au coude à coude en termes de part de marché. Je sais pas ce que ça donne aujourd'hui, mais je sais pas si Applied Materials est passé deuxième ou est toujours troisième derrière Tokyo Electron. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est que le marché forcément a un CAGR assez impressionnant de 10,4% jusqu'en 2028 par Markets and Markets et 4% jusqu'en 2019 par Mordor Intelligence. Alors il faut toujours se méfier des CAGR prévus, donc des taux de croissance prévus sur les Voilà, marchés, parce parce que qu'on a... absolument, parce que tu vois, moi, par exemple, j'ai un CAGR estimé entre 6 à 8%. Donc, en tout cas, on sait que Ouais, c'est au-dessus de 4%, voilà. ouais. Mais jusqu'à 2030, moi, j'avais regardé l'étude de McKinsey, je pense qu'on connaît tous McKinsey, de Semi-Analysis et aussi de Mordor Intelligence, mais justement, j'avais comparé mes chiffres avec les tiens. Et voilà, moi, c'était un CAGR entre 6 et 8% jusqu'à 2030. En tout cas, c'est un Voilà. secteur qui croît. C'est un secteur qui croît et c'est un secteur qui va bénéficier de la croissance de toutes les méga trends qu'on connaît, le cloud computing, l'IA, l'IoT, les véhicules autonomes, les véhicules électriques, tous les bons buzzwords que l'on a aujourd'hui dans la tech. C'est un secteur des semi-conducteurs qui va en bénéficier puisqu'ils fournissent absolument tous ces secteurs. Applied Materials, donc on l'a dit, est second sur le marché des équipements des semi-conducteurs derrière ASML, mais ça dépend des années. Amat est troisième derrière Lam Research et Tokyo Electron sur le sous-marché Etch and Clean, mais les données datent de 2017, donc je ne saurais pas vous dire plus récemment. Amat se classe deuxième derrière CLA sur la métrologie inspection. Elle est première sur les équipements pour écran devant Nikon et Canon, et elle est également leader sur le marché déposition devant Lam Research. Donc, elle est leader sur deux marchés, sur deux sous-marchés, deuxième sur un sous-marché et troisième sur un autre sous-marché. Moi, ce que j'aime bien avec Applied Materials, c'est justement ça, c'est que elle est leader sur certains points, sur d'autres points, elle arrive quand même à être second ou troisième. Elle est toujours généralement devant Tokyo Electron et elle fait un peu tout dans l'écosystème des semi-conducteurs. Elle est vachement diversifiée, elle possède une belle position bien diversifiée et elle est surtout très complémentaire avec ASML qui, elle, est vraiment focus sur la lithographie et Applied Materials ne fait pas de lithographie. Voilà. Je sais pas si tu voulais rajouter Ok. quelque chose sur le marché. Non, moi j'avais juste noté que le marché des équipements, donc des WFE avait généré 127 milliards de dollars en 2023. C'était selon Yole Group et Amat, donc c'est quand même un secteur qui est important. Comme tu as dit, bah, qui va être en pleine croissance, enfin, ça va pas s'arrêter en tout cas, parce que bah, l'industrie du semi-conducteur, plus globalement en 2021, c'était 600 milliards de dollars, et on attend d'ici quelques années plus de 1000 milliards. Donc ça reste quand même un secteur qui est plutôt intéressant à suivre pour bah, voilà, quand on achète des semi-conducteurs, on achète un peu le futur entre guillemets. Donc toutes les nouvelles innovations qui vont arriver, c'est comme acheter un peu du Nasdaq. On, on rentre Tu un veux peu nous plus parler en détail des dans les concurrents? concurrents. Ouais, Ouais, alors vas-y. les concurrents, bon après tu les as bien pitchés avant déjà, mais en ASML on vous l'a déjà dit, hein, il est ultra spécialisé dans tout ce qui est lithographie. Donc, ce n'est pas un concurrent direct d'Amat, pour le coup, parce que Amat ne fait pas du tout de lithographie. Ensuite, il y a Lam Research. Donc, je pense que Lam Research, tu me diras, mais je pense que c'est vraiment le principal concurrent parce que toi, tu l'as analysé aussi sur ta chaîne perso, et je pense que ça doit être le principal concurrent, peut-être Tokyo Electron, d'Applied Materials, parce que ça a l'air d'être un peu des touches à tout, eux aussi. Alors, Tokyo Electron est Moins, ils plus spécialisé dans sont... la gravure et le etching, Ouais. mais tu vois, Lam Research, elle est présente dans plusieurs secteurs dans lesquels évolue Amat, la gravure, la déposition, la métrologie, inspection. Donc ça a l'air d'être plutôt un concurrent direct, contrairement à ASML où en fait il n'y a pas de concurrence, tu vois. Ouais, effectivement. ASML, Là, donc, ils ont rien à voir, ouais. ok. Donc là, bah, comme tu l'as dit, elle est ultra spécialisée dans son segment de la métrologie inspection. Donc là aussi, Amat, c'est pas le gros du travail. Par contre, juste pour en revenir sur IQ Invest, donc sur ton application, Lam Research,
et ASML sont super bien notés quantitativement aussi. Donc, Elles sont toutes même super bien si notées. même Tokyo Electron, j'avais pas vu. Ah non, Tokyo Electron, non, elle est pas terrible. Ouais, ok. Non, donc tu vois, en tout cas, quantitativement, ça fait des concurrents. Quantitativement, ça fait des concurrents parce que après, tu vois, en portefeuille, je veux pas acheter les 8, tu vois. Donc, Ah oui. on peut se poser des questions parce que forcément, il va falloir choisir sur laquelle on opte. Et voilà, moi, c'est ce que j'avais noté par rapport aux concurrents. Après, tu les as quand même assez bien expliqué qui fait quoi, qui est qui. Donc, si tu veux Effectivement, compléter peut-être quelque chose là-dessus. et puis globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que ASML est vraiment focus sur les lithographies avec un peu de part de marché dans la métrologie inspection, mais c'est vraiment pas son cœur de métier. CLA, son cœur de métier, c'est la métrologie inspection, elle fait quasiment que ça. Lam Research, c'est un peu des touches à tout, mais ils sont moins diversifiés que Applied Materials parce qu'ils sont surtout présents sur le Etch and Clean et ils sont beaucoup moins implantés sur les autres marchés comme la déposition ou la métrologie inspection. Et Tokyo Electron, c'est un peu comme Applied Materials, mais en japonais. Ils touchent à tout, mais en moins bien. En moins bien parce qu'ils sont toujours derrière en termes de part de marché et surtout quantitativement, ils sont vraiment en dessous, comme on va le voir dans la partie quantitative. Et voilà, globalement. Et je vais vous laisser sur cette partie concurrent avec un dernier schéma sur les WFE où on voit les différentes étapes de fabrication des semi-conducteurs avec les différents acteurs par pays. Donc vous voyez, dans la ligne US, on voit Applied Materials qui est présente absolument partout. Etch and Clean, ion implantation, anneal and oxidation, wafer thinning et métrologie inspection. On voit le logo Applied Materials sur toute la ligne. Lam Research, c'est surtout dans le Etch and Clean. CLA, c'est à la fin dans métrologie inspection. Et alors ils nous mettent pas ASML parce qu'il n'y a pas la catégorie lithographie, mais on voit également côté japonais qu'on a Tokyo Electron qui est présente sur pas mal de segments. Donc voilà, si vous voulez, ça peut vous donner aussi des idées d'analyse et d'investissement, ce schéma. Alors bon, maintenant, qui c'est qui dirige Amat? Un peu, est-ce qu'il y a du skin in the game? Qu'en est-il du management? On va un peu rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc c'est un management qui est relativement senior. En tout cas, même s'il n'est pas senior chez Applied Materials, il est senior dans tout ce qui est semi-conducteur et WFE, tout ce qui est sous-industrie des WFE. Euh, Tu veux présenter ou je fais vite fait un petit tour du management et tu veux compléter? Vas-y, commence. Ok. Donc le CEO, c'est Gary Dickerson. Donc il est présent, enfin il est surtout CEO depuis 2013, ce qui en fait quasiment 10 ans. Et il a été reconnu par Barron's et Forbes et Harvard Business Review comme l'un des PDG les plus performants. Donc forcément, ce sont des prix honorifiques et ça en fait quand même Enfin, c'est une bonne nouvelle pour nous actionnaires parce qu'il est encore dans la société. Ouais. Ça fait Sachant qu'il il a plus de 35 ans. Comment? Non, j'allais juste dire, sachant qu'il a multiplié le chiffre d'affaires de Amat par 3,5 depuis qu'il est le CEO. Voilà. Depuis 2013, voilà, exactement, fois 3,5 sur le chiffre d'affaires, et il y a eu plus de 8500 nouveaux brevets depuis qu'il est CEO aussi, donc c'est vraiment un moteur de croissance, et il crée des choses, parce que s'il y a des brevets, des nouveaux brevets, c'est qu'ils créent des choses, donc ils veulent protéger leur création de la concurrence. Et Ouais. personnellement, enfin, en tout cas pour Gary Dickerson, il a plus de 35 ans d'expérience, rien que dans le domaine des semi-conducteurs, il était dans une autre société avant, Ouais, il était CEO parce qu'il était de chez Variant Xilinx. Semiconductor. Il a été cadre chez CLA et aussi chez General Motors avant. Ok, donc il a fait à peu près toute la chaîne, toute Ouais, il la a fait chaîne. Il a beaucoup de fait un peu chez les semi-conducteurs. marchés finaux aussi. Ensuite, il y a Brice Heil, donc lui, il est CFO, donc DAF, directeur administratif et financier, depuis 2022. Donc c'est assez récent, mais faut pas lui enlever, il a quand même plus de 30 ans d'expérience dans la finance. Il a été présent notamment dans plusieurs fusions-acquisitions et il a fait ses armes chez Intel pendant plus de 25 ans où il était justement DAF, donc CFO. Et il a été aussi CEO ou DAF de Xilinx. Parce que je sais qu'il est passé chez Xilinx lui CFO de aussi. Xilinx, ouais. CFO, ok. Et ensuite, donc, il y a Omkaram Nalamasu. Donc, lui, c'est le CTO. Le CTO, c'est
Alors tu me dis si je me trompe, mais en gros, c'est le directeur technologique. Enfin, il Ouais, ça s'occupe c'est des nouvelles Chief avancées. Technological Officer. Ok. Et c'est Donc lui, il est Docteur donc si Omkaram Nalamasu. Attention, oui, Docteur. docteur. Et ça change tout. Ça change tout. Parce que donc il est CTO depuis 2011 et il est donc docteur, j'allais dire juste après, et il s'occupe de trouver donc des nouvelles technologies disruptives. En gros, il va s'occuper de tout ce qui est la partie R&D et le pôle innovation de Applied Materials. Tout à Voilà, c'est fait. les trois Et personnes. il a été ancien leader R&D chez AT&T, chez Lucent Technologies et chez Agere Systems. Il est également leader reconnu en sciences et matériaux et innovation technologique. Et il a plus de 180 publications et plus de 120 brevets à son actif. Donc c'est un mec qui touche dans le domaine des semi-conducteurs. Et on a aussi, on peut mentionner Docteur Prabhu Raja. Donc les deux, ils sont indiens. Et donc le docteur Prabhu Raja, qui a fait ses armes à l'université de New Delhi, qui est président du Semiconductor Products Group, donc c'est lui qui va gérer le segment semi-conducteur en gros, donc assez important chez Applied Materials. Il est rentré en 1995 dans la société comme ingénieur en procédé, et il a fait des contributions majeures notamment à la technologie PVD et aux produits métalliques TITINCUBS, alors je ne vais pas vous dire exactement ce que c'est, leader du développement Etch avec l'introduction de SIM3, qui est le produit ayant connu la montée en puissance la plus rapide de l'histoire d'Applied Materials, donc le produit le plus le produit le plus successful en termes de commercialisation d'Applied Materials. Et il est aussi dans l'élaboration de la stratégie d'emballage avancé, donc toutes les technologies d'advanced packaging avec des partenariats notamment clés avec des centres de développement et enfin il gère un centre de développement notamment à Singapour. Voilà, donc les mecs Ils touchent connaissent, ils savent dans de quoi ils parlent. ils sont seniors, ils savent de quoi ils parlent. Par contre, on n'a pas de skin in the game chez Applied Materials. Pas tout à voir. Mais par On contre, n'a pas de skin in the game. enfin, Ouais, j'étais vraiment étonné du CEO, quoi. CEO, c'est vraiment ouais mec il est qui chaud. pèse, quoi. Enfin, tous, hein, tous. Mais d'ailleurs, il n'y a pas de skin in the game chez Applied, mais il y en a pas. Enfin, il n'y a aucune entreprise des WFE qui a du skin in the game, que ce soit ASML, Lam Research, Tokyo Electron. Elles ont toutes que des institutionnels au board. Donc là-dessus, on est à Mais égalité avec même toutes dans les autres. l'industrie des semi-conducteurs, même dans l'industrie des semi-conducteurs, hein, tu vois, il y a Nvidia forcément, parce qu'on fait que d'en parler, tu vois qu'il y a vraiment beaucoup de skin in the game. Et tu vois, chez Texas Instruments, il y a personne. Je crois que chez Broadcom, il y a personne non plus. Donc c'est vraiment, il n'y a pas forcément de skin in the game. Bah d'ailleurs, on va parler un peu plus de l'actionnariat. Bon, alors on va aller assez vite, hein. Il y a que des institutionnels parmi les plus gros actionnaires. Il n'y a pas forcément de skin in the game, hein, comme on l'a dit juste avant. Par contre, le point intéressant, c'est que Amat détient 59% de son capital. Il y a quand même de l'autocontrôle, hein. Pas tout est en bourse, pas tout est pour les actionnaires, parce que Amat détient quand même une belle partie donc de son capital. Voilà. Ok. On passe à l'analyse quantitative. Ouais. Est-ce que tu veux partager ton écran pour faire l'analyse quantitative? Donc c'est Ouais, parti pour l'analyse effectivement. quantitative. On se retrouve sur l'application iQueen. Putain, je la présente comme si c'était moi qui l'avais codé. Ah, mais effectivement, on partage l'écran. Alors pour ceux qui nous suivent en vidéo, ça sera plus simple. Pour ceux qui nous suivent en podcast, bah, croyez-nous sur parole. Mais juste avant de présenter un peu plus en détail Amat, pardon, je vais vous dire donc les notes quantitatives de tous les acteurs du secteur. Donc on a 14 sur 20 pour ASML, qui est la plus grosse, avec 270 milliards de capitalisation boursière. On a 17 sur 20 pour Applied Materials, 18,5 sur 20 pour Lam Research, qui est la mieux notée de toutes. On a 17 sur 20 pour CLA, donc même note que pour Applied Materials, et on a 15 sur 20 pour Tokyo Electron, donc légèrement en dessous. Donc Tokyo Electron qui est l'acteur japonais.
Bon, on voit que pour l'évolution du cours de l'action, il y a une assez belle croissance parce que si on compare par exemple au S&P 500 comme d'habitude, le CAGR du S&P 500 sur 5 ans en total return comme d'habitude, on est à 14%, tandis que pour Amat, on est à 26%. Et il y a quasiment la même linéarité. Pourtant, c'est une entreprise des semi-conducteurs, pourtant c'est une entreprise qui est cyclique, mais il y a à 0,01 point près la même linéarité que le S&P 500. Donc, ça fait vraiment c'est vraiment un très bon point. Pour ce qui est de la note quantitative, donc on est sur 17 sur 20 et les ratios de rentabilité pour l'actionnaire sont vraiment très bons et sont en croissance. En tout cas, on le voit pour le ROIC. Le ROIC sur 10 ans, on était à 27, à un peu plus de 27%, et aujourd'hui, nous sommes à quasiment 33%, ce qui nous fait C'est une énorme. Un augmentation. ROIC supérieur à 30%, c'est monstrueux. C'est énorme, surtout qu'il est en croissance, tu vois. Donc pour une fois, c'est vraiment très bon. On peut reprendre le ROCE. Sur 10 ans, on était à quasiment 29%. Aujourd'hui, nous sommes à 35%. Donc lui aussi est en croissance. Et le ROE, donc le Return on Equity, la rentabilité sur les capitaux propres, on est passé de 38 à 43%. Donc que des ratios de rentabilité pour l'actionnaire qui sont en croissance et dans le très haut du panier. Très très haut. Alors, pour ce qui est de la croissance du chiffre d'affaires, par contre, on voit que c'est quand même cyclique pour cette partie-là parce que on était donc sur une croissance médiane des 10 dernières années de 18,4% et aujourd'hui on est à 2,7%. Mais il y a 5 ans, on était à 17%. Ouais. Mais par contre, il y a une très bonne prédictibilité. Donc on voit que le chiffre d'affaires est censé remonter de plus belle par la suite. On est dans un bas de cycle, mais forcément, qui dit cycle, qui dit automatiquement haut de cycle à un moment. Donc 98% de prédictibilité. Et alors les dividendes, on est en augmentation depuis 7 années, mais je vous l'ai dit juste avant, 7 ans. ça fait depuis 2006. Ouais. Comment? Non, t'as dit 7 années, mais ça peut prêter à confusion, c'est bien 7 ans et pas 7 années, genre cette année-là, tu vois. Ah oui, ouais, ça fait 7 ans que les dividendes sont en augmentation, mais ça fait que depuis 2006 qu'ils sont versés de façon régulière chaque année. Et on voit que le dividende est en croissance, hein, parce que sur 10 ans, on était à 13,6% et aujourd'hui, nous sommes à 23%. Le payout ratio, il est très bon parce qu'il est de 16%. Ça veut dire que Amat a une politique elle coffre de l'argent. Donc déjà, elle génère de l'argent, elle génère des free cash flow qu'elle va garder de côté pour réinvestir, donc vraiment en R&D, mais on en reparlera juste après, je pense. Et en gros, elle donne pas toute sa trésor aux actionnaires parce qu'elle va aussi s'en garder une belle partie pour elle. Elle Et donne elle que fait 16%. elle fait beaucoup de rachats d'actions aussi. Très positif. Rachat d'actions massif. Pour ce qui est des dettes, on va le voir un peu plus en détail juste après, mais on est à 0,74%, 0,74 tout simplement, c'est le ratio dette sur EBITDA, donc c'est très très bon. Et on va aller un peu plus en détail sur l'aspect quantitatif. Donc le revenu, on voit qu'il est croissant, après il y a forcément des phases, Tu veux te mettre peut-être par sur exemple 20 entre ans, comme ça 2018, on aura un peu ouais, plus de recul. hop, Parce que ça va être intéressant, notamment au niveau des marges. Parce que ouais, sur les marges, si tu enlèves les CAPEX, parce qu'ils sont un peu CAPEX, chiants. Voilà. Les marges, elles sont je belles, suis à hein. la Elles sont en régie. augmentation depuis 10 ans. Si on regarde d'ailleurs depuis l'arrivée du CEO, tu vois, en 2013, si tu te mets sur 2013, la marge opérationnelle, elle est passée de 5% en 2013 à aujourd'hui 28%. C'est monstrueux, hein, c'est multiplié par 5 fois 6, donc par 6, quasiment par 6. C'est Marge nette, monstrueux. pareil, un marge nette Ouais. 3,40% et on est passé à 26. Ah, c'est monstrueux, C'est c'est monstrueux. monstrueux. Pour des semi-conducteurs, vous imaginez quand même que c'est une entreprise qui fait des machines. C'est une entreprise qui fait des machines. Elle nous sort 47% de marge brute, 28% de marge opérationnelle, 26% de marge nette. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus que Dassault Systèmes qui vend des logiciels. Donc c'est monstrueux. Non, mais c'est ça,
Comme tu as dit en plus, parce que Amat, c'est une entreprise, c'est de l'industriel, tu vois, donc c'est vraiment des grosses machines, beaucoup d'employés, des gros bâtiments. Donc, tu sais, c'est pas comme si c'était Google ou, bon, voilà, ça reste de l'informatique, de la tech à proprement dit, tu vois, des logiciels, etc. Là, tu as quand même des grosses infrastructures, que ça soit autant en tant que machine ou en tant que immobilier, et elle arrive à être très peu endettée. Attends, je vais vous le montrer juste là, parce que moi, ça m'a impressionné. Alors juste, vous voyez les actions en C'est circulation, magnifique. fort, le gâteau, il diminue à vue d'œil. Eh bien, si vous conservez Applied Materials pendant encore 20 ans, vous serez le seul actionnaire, les amis, hein. Parce qu'on était à peu près 1,6 milliard d'actions en circulation, et aujourd'hui, on est à 827 millions d'actions en circulation en C'est 2024, ce qui en magnifique. fait vraiment, bah, ça a été divisé par deux, hein, quasiment. Et juste la dette sur EBITDA, donc on voit qu'on est à des niveaux très très faible, à 0,76 de dette sur EBITDA en Hmm. 2024, et au plus haut, donc en 2016, on était à 1,78 de ratio de dette sur EBITDA. Donc c'est notre société qui vraiment génère de l'argent et maîtrise sa dette. Et ça, c'est vraiment un très bon point. Je vais juste compléter D'ailleurs, on vite voit fait la dans les free cyclicité des cash flow. revenus hein, même sur les free cash flow, Ouais, on voit la cyclicité des cycles du marché des semi-conducteurs avec une belle baisse en 2009-2010 suite à la crise financière. Là, on est sur 20 ans, mais si tu te mets sur 30 ans, on a aussi une ouais, baisse ensuite suite à l'éclatement de la bulle Internet des années 2000. Là, on le voit bien avec un pic en 2000 et ensuite une forte baisse en 2001, 2002, 2003. Baisse suite à la crise financière de 2008 et également on a eu des baisses en 2012-2013. Le marché est cyclique, forcément, mais par contre on voit que depuis 2014 ça a explosé. Ça a explosé avec seulement une petite baisse en 2019-2020, mais ensuite c'est reparti, ça a explosé jusqu'en 2024. Et si tu te mets en trimestriel, d'ailleurs ça va être assez intéressant à voir au niveau des revenus en trimestriel. Tac. Ouais, voilà. Là, tu vois qu'il y a un petit... Ah non, même pas. Tu vois, je m'attendais à pire hein, en termes de revenus trimestriels depuis non, ça va, 2023. hein, Alors, franchement, c'est c'est pas déconnant. On voit qu'en 2023, il y a eu une petite perte de vitesse 2023-2024. Forcément, on le sait, c'est un peu un creux de cycle. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une énorme demande suite au Covid en 2021-2022. Forcément, cette demande doit se normaliser. Donc 2023-2024, on a moins de demandes sur les semi-conducteurs. Par contre, 2025, ça devrait repartir à la hausse avec notamment TSMC qui développe plein d'usines supplémentaires, qui va acheter plein de machines. C'est le cas pour Amat, c'est le cas pour ASML. On a un petit creux en 2023-2024. pour les free cash flow, donc vous voyez qu'il y a quand même Il y a du une cash. montagne de free cash flow, il y a du cash en 2024. Oui, Parce qu'on avec va plus voir de le cash qu'elle a de 7,5 milliards côté. de free cash flow. Hein. C'est monstrueux, 7,5 milliards. Ah, le trésorerie. Voilà, donc en 2014, elle avait 1,5 milliard de cash de flux de trésorerie disponible, et aujourd'hui on est à 7,5 milliards. Donc C'est ça fait quand même monstrueux. une très 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 belle augmentation du cash. Bah, C'est une quasiment un entreprise qui x7. Hein. génère, ouais, ouais, ouais. C'est une entreprise qui génère de l'argent sans s'endetter. Donc c'est vraiment un C'est très beau. bon point. Oula, attends, je me suis C'est un très peu très beau. Et peut-être emmêlé. ouais, pour finir sur les retours sur Ouais. capitaux, là aussi on voit la cyclicité des retours sur capitaux avec les baisses, Donc là on voit on en la a parlé. bulle. Hein. Ouais, La bulle des années 2000 où on était to the elle était moon, et violente. Hein. après ça a été la là, ça a été ça a été vraiment violent. Par contre, Par encore une contre, fois, on voit tu quand même remarques, que hein, depuis 2013, si tu te mets sur 2013, le ROIC, enfin, on voit tous les retours sur capitaux depuis 2013 qui ont explosé. Donc, le management a l'air de vraiment faire du bon boulot, parce qu'on est passé de 3% sur le ROIC à aujourd'hui plus de 30%. C'est monstrueux, 30% de ROIC, je sais pas si vous vous rendez compte. Surtout pour une entreprise, encore une fois, qui fabrique des machines, quoi. absolument. Donc c'est Ouais. quand même un très très bon point. Dividende par action, voilà, le dividende depuis 2006, il y en a un. En 2006 c'était 0,06 cents, et aujourd'hui on est à 1,17 dollars Ouais, en par action. 2024, ce qui en fait par action, voilà, ce qui en fait vraiment une très très belle augmentation et de façon régulière. Carrément. Donc quantitativement, quasiment rien à dire pour Amat, c'est du quasi sans faute.
Le seul point noir, on va dire, c'est la cyclicité des revenus, mais c'est propre à l'industrie des semi-conducteurs. Si vous investissez dedans, vous aurez forcément cette cyclicité des revenus. T'as pas pris le bon là, t'as pris le ticker côté Voilà. à Varsovie. Ça suit, hein. fort même. Ça suit, hein. Très très Ouais, fort. ça suit très très fort. Donc là, pour ceux qui ne regardent pas en vidéo, Ah, on est en train de comparer les cours de bourse entre Applied Materials de S&P 500 et ASML. On voit que Applied Materials et ASML sont très très proches en termes de CAGR, avec 21% pour ASML, 22% pardon, pour ASML, 21% pour AMAT et 11% pour le S&P 500. Donc nos entreprises des semi-conducteurs qui mettent quasiment un x2 au S&P 500 en termes de CAGR. c'est bon. J'arrête le partage d'écran? Ouais, je pense qu'on a fait un bon dégrossissement, dégrossissement, je sais pas, j'en sais rien, Je sur sais la pas non partie plus. quantitative. On passe à l'analyse fondamentale? On va passer à l'analyse fondamentale. Je me remets juste rapidement sur, voilà. Et c'est parti pour le SWOT. Donc force, Allez, enfin bref, vous connaissez. force, faiblesse, Euh, opportunité, menace. Au niveau des forces, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? donc c'est parti pour les forces de Applied Materials. Donc moi, qu'est-ce que j'ai mis? C'est que bah, déjà, elle produit des produits en lien direct avec l'essor continu des mégatrends. Donc data center, IoT, robotique, véhicules électriques, énergie renouvelable. Acheter à maths, c'est acheter en quelque sorte ce qui nous entourera dans l'avenir. Donc je pense que c'est une des principales forces, c'est que vraiment on est en lien. Enfin, t'achètes pas Total Energy, tu vois. Ensuite, pour Applied Materials, ça va être la diversification des produits. Et ça, c'est vraiment un très bon point quand je l'ai analysé. C'est que Amat, elle est présente dans la gravure, dans l'implantation d'ions, dans la métrologie inspection, le dépôt de matériaux, dans les écrans LCD et OLED, et même dans les panneaux photovoltaïques, contrairement même à SML ou CLA, qui sont vraiment deux superbes sociétés, rien à redire dessus, mais qui restent quand même très très axées, très spécialisées dans un segment en particulier, donc la lithographie et le contrôle respectivement. Et d'ailleurs, un gros point fort aussi au niveau d'Amat, c'est sa partie service qui représente 30% du chiffre d'affaires. Qui dit service dit revenu récurrent, ce qui est une très bonne chose, comme je le disais juste avant, pour une société d'un secteur qui est à tendance très cyclique. L'avant-dernière force pour ma part, ça va être sa position aussi de leader dans certains domaines. Parce que par exemple, Amat excelle dans la technologie des écrans OLED. Elle est très bien, placée sur l'industrie des wafer fab equipment avec numéro. Ouais, en termes de part de marché, on l'avait dit juste avant, elle est Entre numéro 2. numéro Donc 1 et c'est numéro 2, ça dépend des années, quoi. Ils se donc bagarrent avec en tout cas, ASML pour la première place. En tout cas, elle fait partie des leaders incontestés. Et également, comme on vient de le voir ensemble sur la partie quantitative, acheter Amat, c'est acheter quand même une entreprise qui est solide financièrement. Détenir Amat en portefeuille, c'est plutôt rassurant, même si 7,5 elle est milliards de cyclique. free cash flow, elle est pas prête de faire faillite demain, quoi. Bien sûr. Quand on voit une rentabilité brute à 47% et une marge nette à 24%, on est loin de certaines actions. On a parlé juste avant off, comme on dit avant de lancer le podcast, on parlait des moins 100%, enfin des moins 98% de Atos Athos. vendredi dernier. Donc on est vraiment sur deux mondes, deux ambiances. Et donc une rentabilité nette pour un mat de 24%, ce qui est vraiment très très solide. Et on l'a vu aussi, des ratios de rentabilité pour l'actionnaire supérieurs à 30%, que ce soit pour le ROIC, le ROCE ou même le ROE. Donc c'est vraiment le top. Ouais. Tu veux compléter par une petite force, Les Hugo? forces, qu'est-ce que j'ai noté que t'as pas dit? Elle est leader sur l'ingénierie dans des domaines clés des semi-conducteurs. Donc vraiment les domaines, il y a les semi-conducteurs et puis il y a les domaines vraiment de pointe des semi-conducteurs. Et Amat est leader sur ces domaines, notamment le leading edge logic, le high performance DRAM, le high bandwidth memory et le advanced packaging qui est très important dans les semi-conducteurs. Elle a également des relations de longue durée et de confiance avec ses clients principaux, notamment TSMC et Samsung. Et on a également des dépenses en R&D qui sont très conséquentes, supérieures à ses concurrents en termes quantitatifs. C'est-à-dire que vu que Amat est plus gros que ses concurrents, elle peut se permettre de balancer plus de cash dans la R&D.
Et après, tout le reste, tu l'as dit. Moi, j'ai noté aussi que les marges et retours sur capitaux, c'est vraiment impressionnant. Et surtout, ce qui est positif, c'est qu'on voit qu'elles sont en hausse et qu'elles sont en forte hausse depuis l'arrivée du PDG, du CEO à la tête de la société. Il a été président en 2012, CEO en 2013. Et depuis ces 2 années, on voit que les marges et les retours sur capitaux ont explosé à la hausse, donc c'est très positif. Mais s'il y a des forces, vous connaissez le dicton, il y a aussi des faiblesses. On a, Et il y premier en a point, aussi une chez Amat. forte, effectivement, on a une forte dépendance à ses plus gros clients, notamment Samsung et TSMC, qui représentent à eux deux plus de 34% des ventes. Donc, on le sait, mais c'est le cas sur tous les semi-conducteurs. C'est un marché qui est extrêmement concentré sur quelques acteurs clés, notamment TSMC, qui est un peu la clé de voûte de tout l'écosystème. Et tous les fabricants, enfin tous les WFE, en fait, dépendent de TSMC de près ou de loin. Samsung est également un gros acteur. Donc voilà, on a 34% des ventes qui proviennent de là. On a également une forte dépendance géographique à la Chine et à Taïwan, qui représentent plus de 48% des ventes. Mais c'est une dépendance qui est moindre que certains autres acteurs. Tu vois, moi j'avais noté, si je reprends mon analyse de CLA, on avait 60% des revenus qui dépendent de la Chine et de Taïwan, contre 48% pour Amat, et Lam Research, on avait 54% des revenus, donc pareil, un peu plus. Donc Applied Materials est celle qui est la moins exposée à la Chine et Taïwan, même si ça reste beaucoup, 48%. Le marché des semi-conducteurs, on l'a dit, il est cyclique par nature, et donc ça peut impacter la rentabilité à court terme de l'entreprise, ça peut impacter ses marges, ça peut impacter ses retours sur capitaux, et donc le rendement que vont percevoir les actionnaires. Et également, on a l'aspect généraliste et diversifié de Applied Materials. C'est une force, mais c'est aussi une faiblesse. La force, c'est que, étant donné qu'elle touche un peu à tout, elle peut bénéficier de la consolidation dans le segment, c'est-à-dire qu'un client qui va acheter des machines pour la déposition, ils vont peut-être aussi prendre de la métrologie et du etch chez Applied Materials, puisqu'ils vont avoir un prix de gros, tu vois, ils vont payer moins cher le tout. Donc ça peut être un point positif, mais ça peut aussi être un point négatif, puisque, on le sait, bon partout, excellent nulle part, je sais plus ce que c'est le dicton, mais bref. Du coup, elle est bonne partout, mais elle peut ne pas être excellente sur certains points, puisque on le voit sur la métrologie inspection, c'est CLA qui est leader, et sur le Etch and Clean, c'est Lam Research. Donc voilà, pour moi c'est une force et une faiblesse, mais ça reste plus une force qu'une faiblesse. Ok. Bah ouais, enfin, pour moi aussi, j'avais trouvé ces deux faiblesses. J'avais pas trouvé forcément la dernière faiblesse de l'aspect généraliste, mais oui, ça en fait partie, c'est sûr. Ça en fait partie. Donc, on a parlé des forces, des faiblesses, maintenant on va parler des opportunités. Parce que forcément, si on Vas-y. achète Applied Materials, bah, faut se projeter. Pour moi, déjà, c'est un marché qui est en pleine croissance, avec une demande croissante dans les nouvelles technologies, qui sont de plus en plus disruptives, par exemple avec l'arrivée de la 5G, le développement du cloud, de l'IA, des systèmes ADAS, etc. Et je pense que vraiment, Amat est pas en pole position, mais en tout cas, ça peut être vraiment un pionnier dans ces technologies disruptives. Donc voilà, forcément, acheter Amat, c'est investir sur les marchés qui sont en croissance. Et aussi, chose intéressante, c'est que la qualité, ça se paye. Parce que par exemple, dans l'automobile, le coût moyen des semi-conducteurs dans un véhicule autonome de niveau 4, donc niveau 4, c'est à peu près les dernières Tesla, ça peut atteindre plus de 4000 $, contre 500 $ pour un véhicule traditionnel. Forcément, vous l'avez compris, si Amat propose des semi-conducteurs qui sont de plus en plus perfectionnés, ils seront de plus en plus chers, ce qui fera forcément les choux gras de nos actions à la fin. Et alors, donc, j'ai dit le marché en pleine croissance, la qualité ça se paye, et forcément la croissance externe, hein, parce que les sociétés comme Amat, on en parlait dans la partie histoire, peuvent croître en interne en développement de nouvelles technologies, mais c'est un processus qui peut être long, coûteux, et surtout qui peut forcément ne pas aboutir à rien du tout. Là, on peut prendre des exemples des entreprises pharmaceutiques, voilà. À contrario, Applied Materials est bien financièrement, et forcément, quand on est bien financièrement, elle peut acheter et racheter des concurrents pour directement détenir les brevets et les actifs de la société.
C'est ce qu'elle a fait par le passé en rachetant notamment donc Kokusai Electronic Corp pour 3,5 milliards de dollars. C'est une entreprise qui est spécialisée dans le dépôt sous vide, et Semilab en 2022. Alors j'ai pas le montant, mais elle est spécialisée dans la métrologie. Donc par exemple, Bah, ouais. Amat, au lieu d'investir des centaines de millions dans la métrologie, elle a directement racheté Semilab, qui était elle spécialisée dans la métrologie. Bah, de toute façon, avec 7,5 milliards de free cash flow, elle peut faire les courses, hein. Clairement, Tu peux faire un truc. Tu peux faire un truc. Toi, elle t'avais peut vu faire les d'autres courses. opportunités, Hugo? Ouais, effectivement, on a les tendances séculaires. Bah, elle est positionnée sur toutes les méga trends qu'on connaît. Donc ça, c'est super. Donc l'IA, l'IoT, la robotique, les véhicules électriques et autonomes, les énergies renouvelables, elle est partout. Le cloud computing, les data centers, tout. Tout, elle est positionnée sur toutes ces tendances qui vont tirer la croissance du marché des semi-conducteurs vers le haut. Également, elle est très bien positionnée pour bénéficier de l'augmentation de la complexité des puces. Donc, on en a parlé avec la Leading Edge Logic, la High Performance DRAM, la High Bandwidth Memory, mais aussi l'Advanced Packaging qui augmente grandement. Alors, je ne saurais pas décrire exactement ce que c'est, mais globalement, c'est des méthodes plus complexes pour optimiser les puces et pour les rendre toujours de plus en plus performantes. Et donc forcément, qui dit augmentation de la complexité, dit des équipements qui sont toujours de plus en plus chers, toujours de plus en plus complexes, et donc forcément des clients qui vont toujours dépendre de plus en plus des machines et des solutions que va commercialiser Amat et consorts. La production croissante de semi-conducteurs qui tire forcément la vente d'équipements et donc la vente des machines vers le haut, et également son portefeuille diversifié de produits qui lui permet de créer des synergies pour ses clients, donc potentiellement de vendre des bundles, des packages sur plusieurs machines en même temps. Puis tu l'as dit aussi, donc la croissance externe, possibilité de racheter des concurrents, que ce soit pour racheter des moyens de production, des brevets, etc. Au niveau des menaces, point principal, on remarque donc des pertes de parts de marché, notamment face à ASML et Lam Research sur les 10 dernières années. Je sais pas ce que t'en penses, moi j'ai pas l'impression que ce soit forcément un mal, parce que Applied Materials est présente un peu partout, et elles ont l'air assez complémentaires avec ASML. C'est surtout ASML qui a bénéficié de l'augmentation des parts de marché, qui a pris des parts de marché à Applied Materials si on regarde le marché dans sa globalité. Je pense que Lam Research est En à, fait, est à surveiller. ouais, ouais, voilà, exactement. Je pense que l'AM Research est vraiment à surveiller. Alors bien évidemment, Applied Materials, il va falloir bien surveiller aussi ses parts de marché pour pas qu'elles continuent de baisser dans l'avenir. Mais tu vois, vu que Amat est plus diversifié en termes de produits et en termes de voilà, fait du cleaning, du etching, etc., de l'implantation d'ion, ça me fait moins peur que Amat perde des parts de marché que si ASML perde des parts de marché. Parce que ASML, si elle perd des parts de marché, par exemple, alors qu'elle est sur limite un monoproduit, enfin un monosecteur qui est la lithographie, ça peut être vraiment compliqué pour elle, tu vois. Vu que Amat, elle est à peu près partout et qu'elle a quand même, enfin, des avantages concurrentiels, on va revenir juste après, mais c'est quand même très puissant. Donc je pense pas qu'elle est en déclin. C'est pas parce qu'elle perd des parts de marché qu'elle est forcément en déclin. Je pense qu'elle, à mon avis, elle a dû se réaxer sur certains secteurs, certains sous-secteurs et produits. Et forcément, bah, par exemple, elle a perdu des parts de marché sur le panneau solaire. Mais d'un côté, le panneau solaire, c'est pas rentable, tu vois. Donc tout ça, Ouais, et peut-être, puis, après, on s'en fiche un peu. et puis si elle perd des parts de marché sur le gâteau global des WFE, mais que ses marges continuent d'augmenter, j'ai envie de dire, c'est que son moat, Moi, je m'en fiche, hein. il est toujours là, son pricing power, il est toujours là, elle est toujours extrêmement compétitive. Si par contre, on remarque une perte de parts de marché avec une diminution des marges et une diminution des retours sur capitaux, là, effectivement, ça peut devenir beaucoup C'est plus une entreprise en problématique. déclin, après, c'est clair. Voilà. Mm. Qu'est-ce Ok. que j'ai noté ensuite? Donc on est sur le marché de la tech. Forcément, on est dans le secteur de la tech, donc on pourrait avoir des évolutions technologiques sur lesquelles Amat pourrait ne pas arriver à suivre face à ses concurrents, même si on est quand même beaucoup moins soumis aux disruptions que sur d'autres marchés. Voilà, on est sur des machines qui permettent de fabriquer des semi-conducteurs, on est sur des cycles de production et de développement qui sont extrêmement longs. Les machines qui sortent aujourd'hui
continueront à fabriquer les semi-conducteurs dans les 5-10 prochaines années. C'est des machines qui ont des cycles de vie extrêmement longs, donc ça se fait pas Bien disrupter sûr. comme ça en une année, en 6 mois, en un claquement de doigts. Bien sûr, c'est pas une start-up qui va faire 3 levées de fonds qui va venir grappiller des parts de Non, marché non, à clairement Amat pas. qui est là depuis des décennies, qui a investi des centaines de millions, des milliards de dollars, qui a créé des relations de confiance dès le début parce qu'elle a été pionnière quand elle s'est installée en Chine et au Japon. Donc c'est vraiment, voilà, elle est implantée sur le marché asiatique. Je pense que quand une entreprise US ou même européenne s'implanter sur des marchés comme ça qui sont compliqués et très protectionnistes, forcément très protecteur, forcément ça peut être plus compliqué pour une entreprise qui est venir disrupter. Je pense que vraiment il faut juste faire attention, enfin juste, il faut faire attention à la research, peut-être Tokyo Electron, mais il n'y a pas non plus, voilà, c'est pas non plus une société en Tout déclin. à fait. Et puis ensuite, Ok. la plus grosse menace pour moi, hein, c'est les risques géopolitiques avec la Chine et Taïwan, qui pourraient forcément, les tarifs de Trump, on en parle beaucoup, les tarifs de Trump, s'ils venaient à taxer fortement les produits chinois, on pourrait avoir des risques de perte de parts de marché ou de diminution des revenus en Chine pour les entreprises américaines. Ça pourrait concerner Amat. Après, objectivement, l'avantage, c'est que les Chinois sont pas technologiquement, enfin ils suivent pas sur ce type de technologie. Les Américains sont vraiment leaders. On a Tokyo Electron également qui est positionné sur le marché, mais Tokyo Electron étant japonais, est aligné sur les positions US. Donc en fait, la Chine, quoi qu'il arrive, n'aura pas le choix que de passer par Planetarials, par Lam Research, par CLA. Donc même s'il y a une augmentation des tarifs, je pense pas que ce soit forcément un Et problème. puis je Et pense puis que ça même peut vraiment, ouais, au niveau des régulations, tu sais, des restrictions à l'exportation, comme on l'a dit, il y a toujours des moyens pour les entreprises de les contourner. Elles pourront peut-être se faire sanctionner, elles pourront peut-être payer quelques amendes, mais je pense pas que ce soit forcément un grand frein à la croissance à court terme. On est dans une économie mondialisée. Si elles ont besoin de vendre en Chine, elles vendront en Chine. Et si les Chinois ont besoin d'acheter de l'américain, ils s'achèteront de l'américain. je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, et puis Voilà. je pense que tu vois, avec tout ce qui est Chips Act, je pense qu'elle peut vraiment jouer sa carte et se développer en fait en Amérique, quoi. Donc ça peut réduire justement ce risque de Ouais. dépendance à Taïwan et à la Chine. Ouais, puis on a aussi une grosse exposition à Samsung qui est aussi aligné sur les intérêts US. On a TSMC qui commence à construire des foundries aux US. Donc Bien sûr. De toute façon, c'est un marché qui se ce sont des diversifie aussi. risques. Mm. Ce sont des risques qui existent, hein, les risques géopolitiques et réglementaires, mais qui dit guerre, qui dit conflit, ça fait les choux gras de personnes, enfin si, d'assaut, etc. Mais la Chine comme tu as dit, elle est très dépendante aussi des avancées américaines au niveau technologique. Même elle est dépendante, hein, j'ai envie de dire. Donc forcément, c'est un peu une guéguerre entre généraux et entre hommes politiques, mais en attendant, ceux qui créent de la richesse, ce n'est pas eux, ce sont les entreprises, et ils le savent. C'est pour ça que ce sont des conflits qui durent, voilà, ce sont des conflits médiatiques, en soi, voilà, des conflits terrestres, ce n'est pas près d'arriver. Surtout, je pense, dans cet endroit-là. Voilà. Bah ça serait J'avais mis ça serait bon pareil que pour personne toi, hein, après. Ouais. j'avais mis pareil que toi, industrie hautement cyclique, part de marché en baisse et marché concurrentiel et risque géopolitique forcément. On passe aux avantages concurrentiels, les mots. Vas-y. Alors pour moi, déjà selon Morningstar, selon l'oracle Morningstar, donc elle est wide moat, donc ce sont des avantages concurrentiels qui sont solides. Et sinon, moi il y en a deux principaux. Est-ce que, Déjà, ça petite va être le parenthèse, fameux sweep. est-ce que tu fais confiance à la note de Moat de Morningstar? Ah, tu vois, si je doute déjà, euh, oui, pas forcément. En fait, c'est comme comment dire, tu sais, les évaluations des analystes. Je vais regarder, mais ça va pas m'empêcher d'acheter. Tu vois, c'est pas parce que, tu vois, Euronext, c'est pas un large mode, c'est un narrow mode, je crois. Je l'ai quand même en portefeuille et c'est une de mes actions les plus performantes. Je pense que,
Et puis en fait, il faut partir du principe où ça change, tu vois. Et je vais pas regarder tous les trimestres si le mot de l'entreprise en question a changé. Et tu vois, il y a certains, enfin non. Si je regarde ce que fait Morningstar, mais je veux pas non plus les écouter. C'est pas, en tout cas, c'est pas un critère. Voilà, si c'est pas un large mode, je peux quand même acheter. Ça c'est sûr. Ok. Alors que tu vois, moi je me suis vraiment fixé la règle, si c'est pas un large mouse, j'achète pas. Et pour le coup, je pense qu'il faut pas acheter parce que c'est un large mode, tu vois, c'est pas parce que Morningstar dit que c'est un large mode qu'il faut acheter. Mais je pense que ça fait quand même un excellent filtre parce que la note de mode de Morningstar est vraiment pertinente, je trouve. Si vous avez lu, je l'avais donné dans une vidéo que j'avais fait sur le mode, l'article, tu sais, l'étude Ouais. qu'avait fait Morningstar sur sa propre notation où ils expliquent comment ils évaluent les modes, comment ils notent les modes, et ils avaient fait aussi une étude sur plusieurs décennies les entreprises qui sont notées wide mode, elles ont plutôt tendance à surperformer le marché. Et moi, je trouve que c'est un indicateur qui est vraiment solide parce que les analyses de Morningstar, tu vois, c'est pas tu sais les objectifs de cours là, les trucs débiles des analystes. Ouais, oui. Vendre, Ah, oui. conserver, acheter, Accumuler. renforcer, accumuler, je trouve que ça sert à rien. Mais par contre, quand tu lis les analyses, les rapports de Morningstar, c'est vraiment hyper poussé ce qu'ils font. Ils ont des analyses qui étudient tout le secteur, qui étudient tous les produits un par un, qui analysent tout l'écosystème, toute l'entreprise. C'est Non, super par contre, fort. la note, Donc, la, comment dire, la note, enfin, l'essai, pas l'essai, j'ai pas le mot en tête, ouais, l'article. euh, le full report, là, putain. Et pour une fois que j'ai le mot en anglais dans la Ah, tête, en oui, plus, le rapport euh, d'analyse Morningstar, ouais, c'est voilà, fort. le rapport d'analyse Morningstar, par contre, ça, je le lis pour chaque action que j'analyse parce que c'est vraiment un condensé d'informations qui est vraiment top, pour le coup. Ça, c'est Et surtout, vraiment les top. mecs, c'est leur boulot et ils arrivent toujours à te sortir une ou deux Mm. stats que tu seras incapable de trouver ailleurs par toi-même parce que les mecs, Bien sûr. Bien sûr. Bah, tu vois, les $4000, là, quand on en parlait des VS les $500 pour les véhicules autonomes, enfin, catégorie 4 et véhicules standard, bah, tu vois, je crois que c'est dans, non, c'est pas Morningstar, mais ça doit être chez un autre, un concurrent, je crois que c'était pas Bloomberg, un truc comme ça, tu vois. Et franchement, c'est super intéressant parce que ça, je peux pas le lire, hein, tu vois, je suis pas un spécialiste du semi-conducteur. Hmm. Donc voilà. Donc voilà. Donc sinon, le premier avantage concurrentiel pour moi, et pas des moindres, c'est le fameux switching cost, donc le coût de changement qui est important. Parce que euh, une fois que les équipements d'AMAT sont intégrés dans le processus de fabrication, etc., une fois que l'outil est adopté, configuré et surtout fonctionnel, en gros il fonctionne nickel, bah, les clients ils auront tendance à éviter de prendre des risques sur leur chaîne d'approvisionnement, parce que s'ils changent une machine, bah, il faut tout changer. Forcément, il faut changer tout le process. Et en sachant qu'AMAT propose en complément un SAV qui est non négligeable parce qu'en fait, il est composé d'ingénieurs prêts à intervenir s'il y a des problèmes. Et forcément, tout ça, ça vient fidéliser les clients. Si tu as une machine qui vient, déjà si tu as une machine qui dure entre 7 et 15 ans, ensuite tu as tout un S1V avec des ingénieurs derrière, etc. Tu produis, comment dire, tu produis, c'est le même truc que Texas Instruments, tu produis des semi-conducteurs qui, en fait, à la fin, sur le, comment dire, sur le marché final, va représenter quasiment rien, tu vois, du prix d'achat final. Donc forcément, c'est pas là-dessus où les entreprises auront tendance à casser les coûts, sachant que ça fonctionne bien. Voilà. Pour moi, Oui, et c'est puis vraiment. quand on parle des machines d'Amat, c'est pas des perceuses, tu vois, c'est des trucs technologiquement, c'est parmi les machines les plus avancées que l'humanité est capable de produire. Donc quand t'as un client qui est habitué à travailler avec ce genre de machine et qui a tous ces process qui sont calés sur ces machines, changer chez un concurrent, c'est une tannée, quoi. C'est une tannée. Et en plus, c'est un cycle de vie qui est long, c'est des machines qui sont utilisées pendant une dizaine d'années. Donc voilà. Et ensuite, donc, il y a le coût de changement donc, qui est important et il y a forcément les actifs intangibles. Amat possède plus de 19 600 brevets actifs. Ça change tout. Hein. Voilà, donc forcément, il y a une capacité à innover, à protéger ces technologies
Et en 2024, c'est aussi 3,1 milliards de dollars d'investis en recherche et développement, ce qui représente 12% de son chiffre d'affaires, donc c'est pas négligeable. Et forcément, donc tout ça, ça va servir à créer de nouveaux équipements, matériaux et améliorer les machines, enfin bref, à investir. Et Amat finance aussi donc des pôles de recherche comme Epic Center en Californie. Donc tout ça, ce sont vraiment pas des startups, mais ça va être vraiment des. Bon, en gros, il y a des mini-ingénieurs dedans, et ils passent leur journée à tester des trucs, etc., avec l'argent d'Amat, jusqu'à arriver à la fontaine de jouvence. Donc voilà, c'est vraiment Amat, j'étais incroyablement surpris par la société, et je pense que je me renforcerai, surtout qu'elle est à des prix, on le verra juste après, qui peuvent être attractifs. Qu'est-ce que Ouais. tu as mis, toi, Hugo, sur les mots? J'ai mis comme toi, hein, coût de changement qui est le plus important et les actifs intangibles, c'est une machine à produire des brevets, c'est une machine à R&D. De toute façon, ils ont tellement de cash que, on l'a vu, 7,5 milliards de free cash flow, c'est monstrueux. Des coûts de changement qui sont énormes, on l'a dit. Un wide mode, pour moi, c'est un sans faute côté avantage compétitif. Ok. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le Écoute, prix? sur le prix, elle est pas chère. Elle est pas chère, nom de Dieu, pour une fois. Pour une fois pour une fois qu'une entreprise de qualité n'est pas chère. Et pourtant, tu vois, alors, donc là, on est dans les. Est-ce que tu veux que je partage l'écran sur de l'onglet évaluation? Ouais, si tu veux. Vas-y. Ouais, comme ça, on fait ça bien. Hop, comme ça, là, vous aurez tous les amis. Si vous voulez acheter un mat, bien évidemment, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais en tout cas, vous aurez toutes les informations. Alors, je me mets sur l'autre écran. Si l'entreprise fait faillite demain, vous ne pourrez pas vous en prendre à nous. Vous êtes 100% responsable. Et bon, avec 7,5 Ok, donc milliards on de se free cash flow, on retrouve. prend pas beaucoup de risques. C'est clair. On se retrouve dans l'application, donc dans l'onglet évaluation, et on se met tout le temps en free cash flow par action. On peut se mettre en bénéfice par action également, mais nous, on conservera les free cash flow par action. Donc les paramètres. Les paramètres, tu vois, moi j'ai vraiment mis, je suis un gros flippé, j'ai mis 19%. Ah ouais, moi tu sais que j'ai été encore plus Euh, conservateur que toi, hein. ah ouais? Moi j'ai mis Putain. Alors 14%. parce que franchement, Et, 14. si Ah j'ai mis ouais? 14%, et si tu remarques, si tu baisses la croissance prévue à 14%, Alors attends, juste avant, parce que je pense que ceux qui nous écoutent par contre, donc là on est ah oui, dans l'onglet évaluation de l'application, donc il y a les fameux 3 sections à remplir, donc les données à utiliser. On prend soit le free cash flow par action, soit le bénéfice par action, donc les EPS. Nous on va se concentrer sur les free cash flow, on en a déjà dit pourquoi. Il y a 2 endroits à remplir, donc la croissance prévue, donc il faut il faut que vous cherchiez en fait, voilà, pour vous, quelle serait la croissance prévisionnelle des free cash flow futurs. Donc, sur 10 ans, on est à 29,8% de croissance des free cash flow. Sur 5 ans, on est à 23,6%. Et la croissance future du chiffre d'affaires estimée, hein, bien évidemment, c'est 7,64%. Donc moi, j'ai mis 19% de croissance contre quasiment 30% sur 10 ans et un peu moins de 24% sur 5 ans. Donc vraiment une croissance prévisionnelle de 19%, je veux vraiment acheter une société avec une marge de sécurité et acheter une société vraiment au meilleur prix qui soit. Une entreprise n'est pas éternelle, donc autant ne pas l'acheter cher. Et forcément, si vous voulez ne pas l'acheter cher, il faut mettre des critères de sécurité. Donc, je vais pas surestimer la croissance. J'aurais pu mettre 30 ou 35 parce que elle va profiter de l'essor de Megatrend, etc. Mais je préfère jouer la sécurité à mettre 19% de croissance. Et en multiple final, sur 10 ans, on est à 18,92 de price to free cash flow. C'est l'équivalent du PER, mais avec les free cash flow. Et sur le price to free cash flow actuel, on est à 21,72. Là aussi, je préfère jouer la sécurité. Je ne vais pas mettre. Alors, 18,92 me paraît peu parce que on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux qu'il y a 10 ans dans, en tout cas, l'essor de l'industrie des semi-conducteurs. Et aujourd'hui, on est à 21,72. Et ben, je vais mettre 20. Je vais couper la poire en deux. Et je pense que ça me paraît raisonnable et ça me paraît jouer la sécurité.
Toi, Hugo, complète un peu Bah alors, sur tout du ça. coup, ton hypothèse de croissance, elle nous donne. Alors, attends, le prix actuel de l'action est à, si tu remontes un petit peu, Ouais, 173 173 dollars. dollars. Donc, globalement, si vous achetez l'action aujourd'hui, vous obtenez, avec l'hypothèse de croissance de Jean, un rendement de 20% par an sur les 5 prochaines années. Puisqu'on a un prix final dans 5 ans, si on applique un taux de croissance prévisionnel de 19% sur les free cash flow et un multiple final de 20, on aura un prix final sur 5 ans de 438 dollars par action. Donc, soit un taux de croissance de 20% par rapport au prix actuel de l'action. Donc, de 173 à 438 dollars sur 5 ans. Ce qui nous donne un prix juste de 248 dollars, puisqu'on pourrait payer l'entreprise jusqu'à 248 dollars pour bénéficier de minimum 12% de rendement par an, soit une marge de sécurité de 30%. Mais la beauté de l'entreprise, parce que tu vas voir, moi j'ai aussi mis 20 en multiple final, mais j'ai été beaucoup plus conservateur sur la croissance prévue. C'est pour que nos auditeurs puissent s'apercevoir de à quel point Amat n'est pas cher. Si tu descends la croissance prévue à 14, voilà, on voit qu'on est toujours, même avec seulement 14% de croissance des free cash flow sur les 5 prochaines années, à 15% de rendement si on l'achète aujourd'hui, et on a un prix juste de 200 dollars. Et tu peux même encore baisser la croissance à 12% par an, pour faire le test, et tu peux même baisser la croissance à 12% par an. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est que même à 12% par an de croissance des free cash flow, alors les amis, 12% de croissance par an des free cash flow sur les 5 prochaines années, c'est extrêmement faible hein, par rapport au niveau historique d'Applied Materials. On est quasiment à 2 fois moins que sa croissance historique. On est toujours dans le vert puisque on a 13,3% de CAGR par rapport au prix juste et un prix juste de 183 dollars, soit une marge de sécurité de 5%. Donc l'action aujourd'hui, pour moi, est vraiment, vraiment sous-évaluée. Tu vois, même 8%, 10%. Voilà, pour obtenir un rendement de plus de 12% aujourd'hui, il faudrait que l'entreprise fasse minimum 11% de croissance des free cash flow sur les 5 prochaines années, ce qui est selon moi tout à fait réalisable. Et j'ai mis 14. 14, pourquoi? Parce qu'on a une prévision de 11% quasiment de croissance des EPS sur les 5 prochaines années, 8% quasiment du chiffre d'affaires. Moi, ça me paraît un peu faible. Honnêtement, la prévision de chiffre d'affaires sur les 5 prochaines années me paraît vraiment faible. Alors ça, c'est la prévision Guru Focus qui est donnée ici. Elle me paraît vraiment faible. Pourquoi? Parce qu'on a plein de méga trends et parce que historiquement, la croissance du chiffre d'affaires est beaucoup plus élevée. Historiquement, elle est à 18% sur les 10 dernières années. Et on a une croissance du chiffre d'affaires qui est estimée à 12% par an par Morningstar. Donc si on croise un peu Bah, les c'est surtout chiffres, qu'en plus, le management, il est en place depuis pas mal de temps. Je pense qu'il va rester. Tu vois, c'est pas aux actualités comme quoi il y aurait un changement de CTO, de CEO ou même de directeur financier. Donc, honnêtement, par rapport à ce qu'ils ont fait par le passé depuis 2013, où on voit vraiment plus d'un fois 3 sur le cours de l'action, des brevets qui n'en finissent plus, pour moi, ça me paraît quand même des prévisions assez fébrile, surtout qu'on est voilà, vraiment, comme tu as dit, dans l'industrie des semi-conducteurs. On n'est pas sur une entreprise qui vend du lait, quoi. C'est vraiment quelque chose en tout à pleine fait. croissance. Voilà. Tout à fait. Et donc personnellement, je fais plutôt. Alors, si tu peux continuer de partager l'écran, parce qu'on va regarder le graphique Ah, excuse-moi. de price to free cash flow après. Mais voilà, on a une prévision de 8% du chiffre d'affaires par Guru Focus. Moi, ça me paraît très faible. On a une prévision de 12% de croissance du chiffre d'affaires par Morningstar. Morningstar qui évalue aussi Applied Materials comme étant sous-évalué. Je crois qu'ils ont un prix juste autour des 190 dollars côté Morningstar. Donc on est pareil dans la même tranche. Donc globalement, pour moi, l'entreprise est vraiment sous-évaluée aujourd'hui. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, mais déjà parce qu'on a le fameux creux dans la cyclicité des semi-conducteurs. On le sait, les marchés réfléchissent court terme. On a en plus toutes les annonces de tarifs de Trump qui ont fait peur un peu au marché sur les semi-conducteurs. Donc, si vous deviez ouvrir une position sur Amat, c'est le moment. Encore une fois, c'est pas un conseil en investissement, mais personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai construit ma position sur les 3 derniers mois. Je suis très satisfait. Maintenant, on va attendre qu'elle remonte tranquillement, qu'elle nous annonce des beaux résultats. Et ça va faire réexploser le cours de l'action à la hausse. Donc, personnellement, voilà, selon mon hypothèse de croissance, on a une marge de sécurité de 13%.
et un CAGR estimé de 15% par rapport au prix actuel. Alors moi, mon PRU est légèrement supérieur au prix actuel, je suis à $184, mais même avec $184, j'ai plus de 14% de rendement estimé sur les 5 prochaines années, donc je suis très satisfait. Si tu descends juste en dessous sur le graphique d'évolution des ratios de valorisation et que tu enlèves le PE, ouais, voilà, nickel. Vous voyez ici, alors pour ceux qui nous suivent en vidéo et pour ceux qui nous écoutent, donc ça c'est le graphique de l'évolution du price to free cash flow sur les 10 dernières années. Donc le multiple de valorisation. On voit qu'il oscille globalement, alors les plus bas c'était en 2019 à 10 de price to free cash flow, alors là clairement elle était en solde, hein. Si vous l'aviez acheté à ce moment-là, vous avez fait une très très bonne affaire. Et au plus haut elle était à 34 en 2021, donc elle a explosé en 2021 à la hausse, et là aujourd'hui ça s'est normalisé, mais on voit globalement qu'on a une zone, si on coupe la poire en deux, on a vraiment une médiane autour des 20 de price to free cash flow, aujourd'hui on est à 22, on est légèrement supérieur. Voilà, moi j'ai mis 20 comme toi, ça me paraît tout à fait réaliste. Je pense que c'est pas une entreprise qui pourrait repasser en dessous des 20. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui les Je pense pas semi-conducteurs non sont plus. beaucoup plus à la mode que dans les années 2010. On en parle tout le temps. Il y a l'IA et les data centers et le cloud tirent la croissance des semi-conducteurs. Aujourd'hui, tout est semi-conducteur. T'en as dans ta voiture, t'en as dans ta machine à laver, dans ta cafetière connectée. T'as des semi-conducteurs partout dans tous les produits que tu utilises au quotidien. Donc je vois pas comment une entreprise comme ça pourrait repasser en dessous des 20. 22, 24, ça me paraît un peu cher. Donc voilà, j'ai fait comme toi, j'ai mis 20, j'ai coupé la poire en deux, tout simplement. Ok. J'arrête le partage de l'écran. Ouais. Eh ben écoute, on peut conclure sur ces belles paroles. On avait dit qu'on ferait un podcast rapide, on est déjà à 2 heures. Bon, on va conclure comme ça. On est Il déjà sera pas à trop 2 heures, long ça pour passe vous. vite. Hein. Bon, au moins, Applied Materials, normalement, n'aura plus de secrets pour vous, si tout se passe bien. Chers auditeurs. Tu veux conclure, Hugo? Donc pour moi, écoute, sur ma thèse, je suis actionnaire. J'ai construit ma position, j'ai 18 actions, environ 8,87% de ma partie action. Je ne compte pas renforcer dans les prochains mois. Pourquoi ? Parce que ça déséquilibrerait mon portefeuille, en sachant que j'ai aussi 6,11% de ma partie action sur ASML. Donc en fait, ça fait presque 14,98%, donc presque 15% de mes actions exposées directement sur le marché des WFE. Donc voilà, j'ai pas envie que ça prenne plus de place dans mon portefeuille. Donc je ne continuerai pas à acheter Amat. Je suis très satisfait de mes prix d'achat sur ces deux actions, d'ailleurs sur ASML comme Amat. Mais ASML, je la considère encore un poil cher. Personnellement, j'aimerais bien la toucher autour des 600, 610. Je sais pas si elle les retouchera, seul l'avenir nous le dira. Mais voilà, donc honnêtement, je sais pas du tout ce que je vais acheter en janvier, parce qu'il n'y a pas grand chose à acheter en ce moment, à part Applied Materials. Mais au niveau des indicateurs clés à suivre, ensuite pour conclure, selon moi, donc l'évolution des décisions politiques aux US, notamment quant aux tarifs chinois, la surveillance des tensions géopolitiques entre la Chine et Taïwan, la reprise de la croissance sur le marché des semi-conducteurs, vérifier les parts de marché d'Applied Materials, ainsi que ses marges et ses retours sur capitaux. Est-ce que ces parts de marché restent stables ? Est-ce que ces marges restent stables ou sont en décroissance ? Ça va être des indicateurs forcément très importants à suivre. Ok. Bah écoute, pour ma part, donc moi aussi je suis actionnaire. Alors là, je suis devant, voilà, c'est 4% de mon portefeuille en ce moment. Et si je rajoute ma seconde entreprise de semi-conducteurs, donc Texas Instruments, alors elle qui est pas dans les WFE à proprement dit, mais qui va être dans les IDM, donc elle fait un peu de tout, hein. Elle va faire de la conception à la fabrication jusqu'à la vente sur les marchés finaux. Donc on est à 4 plus 2, donc 6, on est à peu près voilà 6,5% de ma pondération totale de mon portefeuille sur du semi-conducteur. Pareil que toi, je compte. Alors toi, tu ne comptes pas renforcer, mais moi, je compte renforcer parce que ça reste quand même une petite partie de mon portefeuille et franchement, d'avoir fait ce podcast, d'avoir fait ce deep dive, je suis de plus en plus convaincu en la société. Donc forcément, je pense que j'ai ouvert une petite position afin de l'analyser. Je l'ai analysé. On a débriefé ensemble dans ce deep dive de la qualité ou pas que peut avoir une action. Donc là, pour le coup, c'est le cas. Elle est quand même assez solide et assez puissante. Et en tout cas, pour l'avenir, elle promet que des bonnes choses, surtout à des niveaux de valorisation actuels qui sont vraiment sympas à saisir.
même si ce n'est pas un conseil d'investissement, chers auditeurs. Donc voilà, je pense que en, comment dire, en décembre, je pense que je vais en acheter un peu pour un peu l'augmenter et voir un peu s'il n'y a pas une meilleure opportunité par l'avenir. Je ne sais pas. En fait, moi, je guette aussi beaucoup ASML, mais ASML, vraiment, elle ne veut pas Elle arriver. veut pas passer en dessous Elle des veut pas 620, hein. arriver. Non, elle veut pas arriver à des niveaux intéressants. Donc, forcément, moi, je garde un peu de côté pour acheter ASML, mais il n'y a rien à faire. ASML ne veut pas de moi. Ouais, Voilà. si. Donc, Bah oui, toi, t'as pareil que toujours pas de toi, Hugo, position sur ASML d'ailleurs. non, toujours pas. Donc, pareil que toi, hein, je vais rester vraiment attentif sur l'évolution des parts de marché et des marges, parce que pour moi, les marges, ça dit beaucoup aussi. Si elles perdent des parts de marché et que les marges augmentent et que le chiffre d'affaires augmente, ça ne me pose pas forcément de problème. Il y a aussi quelque chose que je vais regarder, c'est que la croissance du chiffre d'affaires par rapport à N-1, on a fait plus 2% par rapport à 2023, donc c'est pas énorme non plus. Bien regarder sur l'année prochaine quand le cycle ou dans 2 ans, je sais pas, on ne sait pas quand le cycle va forcément revenir de plus belle. Voilà, en tout cas, il faut bien regarder que ça reste une entreprise de croissance entre guillemets, hein. Voilà, 2% par rapport à N-1, c'est quand même assez peu. Donc bien veiller à ce que ça se passe mieux dans les prochains trimestres. Alors, Je vais niveau... également regarder, Ouais, vas-y, vas-y. je vais juste vite fait après j'arrête. Je vais également regarder comment elle va se développer sur le sol américain pour bénéficier justement d'un maximum de subventions du CHIPS Act et euh, et je vais également suivre ses principaux clients parce que forcément c'est important de regarder les marchés finaux quand vous achetez des entreprises qui arrivent un peu en début de parcours, parce que si General Motors se casse la gueule, si Samsung se casse la gueule, vous pouvez quasiment être sûr que ça va forcément impacter Amat. Donc regardez, si vous achetez des semi-conducteurs, un peu comment se passe toute l'économie autour de ces semi-conducteurs. Voilà, donc les marchés finaux, on les a dit juste avant, hein. Voilà, voilà. Tu veux Et compléter sur quelque chose, toi, Hugo? ouais, alors juste pour conclure, tu m'as fait penser à un schéma que Oui. pareil, vous aurez à l'écran, un schéma que j'avais chopé, c'était dans la présentation, enfin dans les résultats annuels de ASML fin 2023. Donc c'est un schéma en fait qui retrace la cyclicité des semi-conducteurs. Donc tu vois, je sais pas si tu le vois sur la présentation, là je l'ai mis tout en bas. Donc il nous Mm. retrace en gros les trois gros cycles qu'on a eu sur les 20 dernières années. Donc comme on a dit, après la bulle Internet des années 2000. Donc c'est en fait la croissance year on year du marché des semi-conducteurs. Donc la croissance année sur année. On a eu une énorme hausse en 2000-2001, puis une énorme baisse en 2001 avec une décroissance du marché. Premier cycle. Ensuite, donc voilà, comme ils disent, aftermath, spent followed by dot-com bubble. Donc en gros, à la suite de la bulle Internet, on a eu des énormes dépenses dans le marché, puis un bust, donc une explosion de la bulle. Idem ensuite, suite crise financière et 2008. On voit que ensuite, après 2008, 2009, 2010, ça a explosé à la hausse, puis ça a rediminué en 2011, 2012. Donc ça, c'est la cyclicité qu'on a directement observée sur les revenus de Amat, hein, vous vous rappelez. Et ensuite, pareil, on a eu 2019, on a eu le Memory Super Cycle avec un petit pic et un petit bust en 2019. Pareil, on l'a vu avec une petite baisse des revenus de Amat en 2019. Et le nouveau cycle où ils nous disent voilà, sharp acceleration of digitization during COVID, avec énormément de demandes pour des semi-conducteurs durant le Covid. Pourquoi? Parce que tout le monde était à la maison, tout le monde a acheté une PlayStation, acheté une télé, un nouveau ordinateur ou quoi que ce soit pour regarder Netflix. Donc ça a tiré la demande vers le haut pour les semi-conducteurs. Puis forcément, on a eu une normalisation ensuite avec une décroissance du marché en 2022-2023, comme vous voyez sur la courbe. Et bah alors là, du coup, c'est to be continued, comme on dit, hein. On est en bas de cycle. Donc 2024, on était censé repartir un peu à la hausse. C'est le cas, on a des croissances qui commencent à revenir, mais ça va être surtout en 2025 que le marché va probablement recommencer à passer dans le positif. Donc j'ai hâte de voir l'annonce de résultats d'ASML de fin 2024, donc qui va sortir début janvier là, 2025, pour avoir donc la suite de ce schéma. J'espère qu'ils vont le mettre à jour et qu'ils vont le réactualiser parce que c'est très sympa.
Ok. Bah, en tout cas, Voilà. ouais, c'est un graphique qui est très intéressant. Tu as trouvé où ce graphique? Annonce de résultats ASML Ok. enfin 2023. Donc leur annonce de résultats, enfin Ok. leur publication annuelle 2023 dans leur présentation investisseurs, ils ont publié ce schéma. D'accord. Donc ils vont probablement le mettre à jour dans le rapport annuel 2024, du coup qui va sortir début 2025, janvier 2025. Voilà. Ok, je pense qu'on est bon. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Chers auditeurs, merci à tous. merci, merci aux Au accrochés qui sont courageux. restés, aux courageux qui sont restés jusqu'à la fin. Normalement, vous connaissez bien les semi-conducteurs maintenant, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas en avoir en portefeuille, sans donner de conseils en investissement, bien sûr. Donc on espère que vous avez appris quelque chose d'utile avec nous aujourd'hui. Absolument. Donc, avant de partir, hein, comme d'habitude, un petit rappel. N'oubliez pas de nous suivre sur Funday App. Écoutez et gagnez du Bitcoin. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez même nous en envoyer très simplement et directement. Et bien sûr, on est présent, n'oubliez pas, sur toutes les plateformes de podcast, donc Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer et plein d'autres encore. N'hésitez pas à partager un maximum autour de vous ce podcast. N'hésitez pas à laisser aussi un avis et une note 5 étoiles. Ça nous aide énormément à faire connaître le CAF rentable. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, donc le CAF rentable et notre Il page faut qu'on passe Instagram. les 1000 abonnés. Faut qu'on passe les 1000 abonnés. Ok. Également, abonnez-vous à nos chaînes YouTube respectives, donc J'invest et IQ Invest et IQ Bitcoin, pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Tout à fait. Bah écoute, c'est le mot de la fin. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis on se donne rendez-vous, comme d'habitude, tous les lundis matins à 8h pour le podcast le plus régulier du YouTube francophone. Merci à tous, à très vite, et d'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. À lundi prochain. Ciao! Ciao.